Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, on va réécouter un vieux podcast que j'ai fait parce que c'est un humoriste que j'adore, c'est un humoriste qui m'inspire, que je trouve vraiment fascinant à voir comment qui voit la vie, comment qui voit l'humour, comment qui voit. C'est l'humoriste Roman Frisinet. Puis je le trouve vraiment excellent pour vrai. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est un humoriste français qui il a fait ses débuts à Montréal. Il a été étudié à l'École nationale d'humour. Puis c'est tout le temps promené entre Montréal puis la France. Puis là, je pense qu'il joue pas mal tout partout maintenant. Il est vraiment très, très big. Ben là, je vous propose de revenir en 2017. J'avais fait une entrevue avec lui. Puis, pour vrai, c'est vraiment inspirant. Moi, réécouter cette entrevue-là que j'avais faite avec, ça m'a vraiment comme remotivé ben raide à faire de l'humour ou en faire plus. Tu sais, ça m'a comme un peu refait tomber en amour avec l'humour. Bref, j'ai vraiment beaucoup trippé sur ce podcast-là. Il est très, très inspirant. Puis là, vous allez voir aussi, tu sais, c'est ça, ça fait 6 ans de ça. Fait que moi, j'étais encore mince à cette époque-là. J'avais un peu moins de calvitie. Là, j'ai plus de cheveux, mais c'est parce que j'essaie d'en profiter avant que j'en aille plus. Hein. J'ai vois tomber, là. Mais bref, ouais, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce podcast-là. Puis je me souviens de quand je l'avais enregistré, à quel point que ça m'avait comme motivé. Tu sais, on parle vraiment de plein d'affaires. Tu sais, on parle de, tu sais, ses débuts à l'Abreuvoir. Il parle de, tu sais, l'Abreuvoir, c'est une soirée vraiment mythique à Montréal. Là, ça fait longtemps que j'y ai pas été, tu sais. Mais, tu sais, c'est vraiment tout de quoi. Puis lui, il avait repris le flambeau après Mehdi Boussaïdan. Puis là, à ce moment-là, il quittait l'Abreuvoir pour justement passer le flambeau à Anas Assouna. Puis c'est vraiment beau ce qu'il dit, comment il a commencé, comment il est parti. Adolescent, il est parti de la France pour s'en venir faire du bénévolat dans le festival Juste pour rire. Tu sais, fait qu'en tout cas, bref, encore une fois, je trouve vraiment que c'est super intéressant. Puis, je pense que c'est cool quand même de voir ça. Tu sais, vous allez voir aussi que moi, je cherche un peu plus à puncher, un peu moins dans l'écoute comparé à aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr, il n'y a rien de si pire que ça, là, mais tu sais, moi, je vois mes petits défauts rendus là. Hein. Quand je regarde de là jusqu'à où ce que je suis rendu aujourd'hui, je vois tous mes petits défauts, là, tu sais. Mais bref, je pense que vous allez bien aimer ça, ce podcast-là. Puis j'encourage tout le monde à aller le découvrir. Roman Frisinet, excellent humoriste, je le répéterai jamais assez. Allez écouter ce gars-là, il est vraiment bon. Fait que bref, sur ça, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler encore une fois que si vous voulez m'encourager, vous voulez que je continue, bien important, allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Comme ça va faire en sorte que vous allez pouvoir voir tous les podcasts d'avance. Puis, il y a plein d'offres, hein, c'est pas trop cher, c'est 3-4 piastres. Puis pour vous, ça fait pas c'est pas grand chose pour moi, ça fait toute la différence. Fait que je vous encourage c'est ça, aller vous abonner. Ou sinon, si vous voulez m'aider financièrement, mais vous pouvez pas le faire parce que votre budget ne vous le permet pas, vous avez juste à pas skipper les annonces sur YouTube. Hein? Cliquez pas sur passer les annonces. Comme ça, moi, mon partenariat que j'ai avec YouTube va être un petit peu plus gros, mon pourcentage. Puis, c'est ça, je vais faire un petit peu plus d'argent avec ça, avec les publicités. Et sinon, c'est pas mal ça. Likez la chaîne, hein, partagez, laissez un petit commentaire. C'est tout le temps super apprécié, tout le monde. Ça va m'aider avec les algorithmes. Laissez un petit thumbs up. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram sur Jerry Alain ou à ma page Facebook Jerry Alain. Sur ça, je vous laisse tout le monde. Ah oui, puis je veux dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex Lavoie, Michael Boulanger, Monsieur Camaron, Méo puis son gros pieux Vicidec. Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Merci à tout le monde qui m'encourage. Encore une fois, un gros merci à Roman Frisinet d'être venu sur mon podcast. V'là 6 ans, je trippe encore dessus, tabarnak. Fait que sur ça, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Ciao.
Fait que, what's up tout le monde? Je suis avec mon nouvel humoriste, Roman Frisenet. Ça va bien, man? Ça va très très bien. Et toi, yes, sir, merci man. beaucoup pour l'invitation. Ben, man, merci beaucoup d'être là au What's Up Podcast. Là, toi, tu viens de revenir tout juste de France. Ouais, exactement. J'ai fait 5 mois là-bas. Ouais. 5 mois, OK. Ouais. Puis, c'est pour aller voir de la famille ou tu voulais retourner sur le circuit d'humour en France? Il y avait un mélange de beaucoup de choses. Moi, je suis français. Puis, j'avais joué qu'un tout petit peu en France. Genre, j'avais fait que quelques shows et très rapidement, j'étais venu à Montréal dans l'objectif de faire de l'humour, etc. Ouais. Puis là, j'étais arrivé à un moment donné où mes choses commençaient à aller bien ici. Et ben ouais, parce que man, t'animais Chris à l'Abreuvoir, qui est une soirée assez importante du circuit, on peut dire. Ouais, mais ça fait partie des choses. Ça faisait 1 an que j'animais à l'Abreuvoir et ça a été magnifique pour me développer personnellement et professionnellement. Mais à la fin, genre le dernier mois, j'écrivais plus. Je me rendais compte que j'étais beaucoup plus efficace quand j'arrivais, puis je faisais juste du crowd. Je parlais avec les gens, donc je me suis dit, OK, je pense que je suis arrivé au maximum que l'Abreuvoir peut m'apporter. Ça me fait plus écrire de nouveaux stocks, je viens juste chiller. Donc il est temps de le passer à quelqu'un que ça va développer comme ça m'a développé. Donc je me suis dit, l'Abreuvoir, c'était en plus, on était au pic de la chose. Ouais. Parce que, man, toi, tu prenais. T'avais des gros souliers à chausser parce que tu remplaçais Mehdi, là, que lui, il avait remplacé avant Adib, tu sais. Fait que ça faisait une longue lignée de shows qui ça roule, tu sais. Puis, c'était. Moi, en tout cas. J'aurais eu peur en tabarnak un peu. J'ai eu tellement peur. En plus, Mehdi, ça faisait 3 ans qu'il était là, puis on le sait, Mehdi a un talent exceptionnel, un improvisateur hors pair. Puis moi, quand j'étais à l'École nationale de l'humour, j'allais à l'Abreuvoir quasiment chaque semaine en spectateur pour observer Mehdi, observer la soirée. Je trouvais que c'était... Enfin, j'allais là-bas chaque semaine. Et c'est pendant la 2e année de l'École nationale de l'humour que Mehdi m'appelle un jour. Puis il me dit, oui, je veux qu'on se voit. Puis là, j'arrive à l'Abreuvoir, puis il me dit, je veux que ce soit toi qui reprennes l'Abreuvoir. Vous étiez-tu déjà potes un peu avant? On s'était croisés sur quelques spectacles. On se connaissait un peu, mais on s'était... À ce moment-là, on se connaissait... on se connaissait quand même un peu, mais de là à être amis, pas encore, quoi. Ouais, c'était plus collègue exact. d'humour. Exact, ouais, tout à fait. Puis, mais on avait fait des shows ensemble, puis on avait une belle relation, etc. Et c'est après qu'on a été amené à beaucoup plus se rencontrer, puis se connaître, etc., puis devenir les amis qu'on est aujourd'hui. Mais il m'a dit ça, moi j'étais encore en 2e année de l'École nationale de l'humour. Je te jure, quand je suis rentré chez moi, je transpirais. J'étais là en mode, mais comment je vais chausser ces chaussures-là? Puis au final, puis il m'a fait des coups. Il m'appelait pour me préparer. Des fois, il m'appelait à 18h le mercredi. Moi, j'étais encore à l'école. Tu vas te planter. Il raccroche, genre. Est-ce que t'es genre? T'es une merde. Je te vois, tu vas te planter. À chaque tout le temps. Ah, tabarnak, tu vas détruire tout ce que j'ai construit. J'ai hâte de voir le jour que dans tout cas. Et il m'appelait des fois à 18h le mercredi. Ouais. Il m'appelle et il me disait, allô, ouais, tu veux animer ce soir? 18h pour un show de 21h. Et moi, avec le peu d'expérience que j'avais, puis je me disais, je peux pas dire non. Non, j'ai pas le choix. Il faut que tu sautes dans le défi. Ah oui, c'est un risque à prendre. Il faut que t'as pas le choix. Il faut que tu sautes dans le défi. Donc je disais, ouais. Puis là, c'était des 3 heures de... Oh my fucking God. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, ça dit ton nom, puis tout le monde est là en mode, ah, c'est pas Mehdi aujourd'hui? C'est qui? C'est qui lui? T'es qui toi, Coralie? T'es qui toi? Et là, il faut être fort, il faut être bon. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Tu faisais-tu du crowd work ou au début, pas trop. Tu y allais plus dans Chris, t'étais à l'aise, puis exact. Tu sais, pour justement bien installer le personnage Roman, puis bien installer la soirée aussi. Ouais, puis le crowd work, ça vient naturellement.
C'est difficile de se dire au début, non, ça va aller, je vais faire du crowd work. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui vient naturellement. Le gars fucking confiant. Oh, bah. Ça va le faire. Ah. Parler avec les T'es-tu stressé? Non. Mehdi m'a pas appelé hier pour m'insulter. Fait que ça va. Ça devrait être correct. Maintenant, j'y allais avec du stock écrit et tout. Et puis le crowd work est venu après, naturellement. Ouais. T'avais-tu animé avant l'Abreuvoir? T'as-tu fait une couple de soirées ou... Non, rien du tout. J'avais joué, j'avais fait des 10 minutes dans pas mal de soirées. C'est là où Mehdi m'avait vu, puis m'avait donc appelé, mais j'avais jamais animé, non. Okay. Donc c'était... mais j'avais observé Mehdi chaque semaine. Ouais. Mais fait que c'était vraiment ta première fois que t'animais. Ouais. Mais avant de me le passer officiellement, il m'a fait le remplacer. Genre quand officiellement... Ouais, c'est souvent de même ça se passe aussi. Là. Officiellement, quand je l'ai repris, j'avais déjà animé 6 ou 7 fois à l'Abreuvoir. OK. Mais ça a été compliqué le début, et ça c'est normal, ça fait partie du truc, mais... Bah ouais, il faut laisser une chance aux coureurs aussi. Exact, puis t'imagines chaque semaine, quand t'arrives à la 7e semaine, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qu'on va faire là? Puis tu vois les gens qui... Tu sais combien de fois le premier mois, il y a des gens qui sont venus me voir et qui me disent, oui... il revient quand, Mehdi? Oh non! Et c'est normal, il faut les prendre, ça. Il faut les prendre. Il faut que ça te tire dessus. Il faut que tu dises shit. Parce que, man, c'est ça qui te fait motiver à... Exact. Mais ça fait tellement mal au début, mais c'est une douleur qui fait tellement progresser. Ouais. Parce que tu te dis... Parce que quand tu te mets... C'est pas méchant de la part de la personne. Quand tu te mets à sa place, tu te dis, voilà le niveau qu'elle attend. Donc voilà le niveau que je dois fournir. C'est de même, faut que tu le prennes aussi. Complètement. Ah ouais. Et puis pareil, tu sais, quand on disait avec le défi, quand il m'appelait à 18h, puis que j'ai shaké, puis je disais oui, mais dans ma tête, tout mon corps disait non, on n'est pas capable. Ah ouais. Mais il faut faire ça. Et puis on en parlait avec Adib justement il y a pas longtemps. On disait que pour progresser, il faut que tu acceptes de faire des choses que tu te sens pas capable de faire. Exact. Tu deviendras jamais prêt avant d'avoir sauté le pas et faire quelque chose que tu te dis. En fait, il faut que tu réfléchisses et que tu te dises qu'est-ce que je suis possiblement incapable de faire. Bon, bah ça va être ça l'objectif. Ouais. Ben ouais, man. Moi, c'est la même affaire comme quand j'ai animé l'open mic du bordel. Là. Quand Joe m'a appelé pour me dire de faire la chronique puis de le remplacer, puis il m'a tout de suite donné les dates où ce que je vais le remplacer. Puis moi, sérieusement, j'étais vraiment content, mais plus les jours avançaient, puis là, je faisais tabarnak, ça va être là, aussi, man. Fait que là, moi, tout, man, je transpirais, mais sauf moi, j'avais pas. Joe Guérin m'appelait pas pour me dire tu vas te planter! Non. Puis, man, sur moi, toi, ta première fois à l'Abreuvoir, ça a-tu bien été? La première officielle ou la première... Non, la première fois quand tu l'avais remplacé. Moyen. Mes 2 premiers mois ont été très moyens. Ouais. Mes 2 premiers mois ont été vraiment très moyens. Et arrivé un moment où ça a commencé à je dirais après un mois et demi, ça commençait à être mieux. Puis après 2 mois, ça commençait à être bien. Et de là, s'en est suivi toute une série, quasiment jusqu'à la fin, où j'ai été quand même très satisfait. Où les gens... Mais en même temps, toi, c'est quoi ton... très satisfait, tu sais, ton niveau de... Tu sais, des fois, c'est super bon, mais c'est nous autres qu'on est tellement durs avec nous-mêmes qu'on fait « Oh non, c'était correct. Je sais que je peux faire mieux. » Mais très satisfait dans le sens où quand je sentais... parce que l'animation aussi, c'est différent. Ouais. La conscience que t'as... c'est vraiment pas la même game. Exact. C'est quelque chose de beaucoup plus collectif. Je vais pas me juger moi, en fait. Je vais juger le spectacle. Ça veut dire que si le spectacle a été... Si je sens que les gens ont passé un bon spectacle et que j'ai mis les humoristes dans des bonnes conditions et que j'ai réussi à garder à la fois le côté respectueux des humoristes et le côté on s'amuse, là, je vais être content. Mais après, quand tu joues et que tu viens faire ton 10 minutes, c'est pas les mêmes critères. Tu t'évalues sur des gags. Ouais, puis sur un 10 minutes aussi. Tu sais, l'autre, c'est vraiment sur une période de quasiment 2-3 heures. Là, et puis, je trouvais que c'était bien quand... parce que j'écrivais énormément le début. J'écrivais dès le lendemain, dès le jeudi, je commençais à écrire, puis j'écrivais toute la semaine. Et quand j'avais pris le risque et accepté de prendre le risque d'essayer un gros bout, des 10 minutes, des 8 minutes, et j'avais l'impression que j'avais réussi. Dans le sens où je me suis dit, regarde, t'as installé une énergie qui fonctionne, ça marche, ils vont avoir du plaisir avec les humoristes qui vont passer après. Les gens rigolaient dans ton 10 minutes, 15 minutes, voire d'ouverture. T'as installé quelque chose d'agréable et de cool et t'as pris ce risque d'avoir fourni un 10 minutes de nouveau rien que pour eux. Et ça, je trouvais que c'était
Si j'avais fait ces 10 minutes-là, parfois, genre invité dans une soirée, je me serais pas trouvé bon. Mais là, dans ces conditions-là, je trouvais que c'était très bien. Ouais. Ben, surtout en ouverture. Ouais. Parce que, man, tu sais, déjà d'avance, la base d'un animateur, c'est pas vraiment d'être drôle. C'est d'installer la soirée, c'est de créer une ambiance fucking chaleureuse ou whatever. Une ambiance cool où des humoristes vont pouvoir aller travailler. Puis sans que le public se rende compte qu'ils sont en train de travailler. Là, ouais. Et puis même que mettre idéalement le public pour qu'il puisse s'amuser aussi. Tu vois, installer c'est ça, une ambiance respectueuse, puis une ambiance d'ouverture, etc. Genre moi, je mettais beaucoup d'efforts pour accentuer l'aspect ouverture d'esprit, puis amour les uns avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je trouvais ça important d'utiliser un peu cette tribune pour dire... tu sais, moi, souvent, en ouverture, j'essayais j'allais dire passer des messages, mais pas vraiment passer des messages, mais j'aimais... Recycler! Oubliez pas de recycler, hein? La drogue, c'est mal! C'est mal, la drogue! Mais pas tant social, tu vois, plus dans les uns avec les autres, dire venez là, on vit quelque chose en ce moment. On est tous réunis au même endroit, on va assister au même spectacle, l'objectif, c'est de rire. Venez, on prend vraiment une vraie conscience qu'on est un groupe et qu'on peut avoir du plaisir et qu'on se respecte. Genre, par exemple, en crowd work, ça, c'est quelque chose que l'Abreuvoir m'a appris. Les réflexes au début, quand tu fais du crowd, c'est d'être méchant. Tu vois? Ouais. Genre, on te dit quelque chose, puis là, t'es paniqué, puis tu veux faire une blague tout de suite, puis tu dis un truc méchant. Puis parfois, ça rigole. Ouais. Mais après, c'est très difficile de remonter la sauce. Ben, moi, ça, tu marques un esti de bon point parce que moi, je l'ai toujours remarqué. C'est sûr qu'il y en a qui y avait ce moyen de défense-là, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai, en tout cas, à ma connaissance, rarement fait ça parce que j'ai jamais vraiment aimé ça. Moi non plus. Parce que je suis pas quelqu'un de même. Ouais. J'insulte pas de monde. Mais parce que rien. Je pense que le raccourci, on pense que c'est ce qui va faire rire le mieux. Et moi, c'était le réflexe que j'avais au début, mais c'était pas mon caractère, c'est juste que j'avais peur. Ouais. Et après, j'ai commencé à travailler le truc, à gagner en confiance, puis à essayer d'être beaucoup plus moi-même sur scène. J'ai commencé à faire du crowd work dans une volonté beaucoup plus positive. C'est-à-dire inclure les gens. Même si t'as quelqu'un qui fait chier, la volonté, c'est pas l'exclure, c'est vraiment l'inclure. Et ça change complètement toute l'ambiance d'une soirée. Quand t'as un crowd work qui est positif, ça veut dire qu'il rabaisse pas les gens, mais qui genre fait, tu sais... qui soulève cette idée de groupe et de cohésion, ça fait des soirées magnifiques. Mais man, moi il y a un de mes amis, sûrement tu le connais, là, Jacob, là. Ospian. Tout à fait, Puis il m'a fait découvrir un humoriste, man, que j'adore au bout. C'est TJ Miller, là. Je sais pas si tu connais, là. En tout cas, il fait des films, mais lui, c'est ça, son crowd work. Il fait beaucoup. C'est un gars d'impro, là, tu sais, à la base. Puis c'est tout le temps, c'est de l'amour qu'il donne à tout le monde, tu sais, là. Comme il y a une vidéo que j'ai vue où l'humoriste avant lui, il avait insulté tout le monde parce que genre ses gags rentraient pas puis il était pas content. Puis là, il avait insulté un gars qui faisait de la calvitie. Puis là, en tout cas, fait que là, lui, quand il est arrivé, c'était fucking dur parce que, tu sais, tout le monde vient de se faire insulter. Ben ouais, c'est ça, c'est comme... Fait que là, lui, il embarque, puis il parle au gars qui a la calvitie, il dit « Moi, je les aime, tes cheveux. » Il dit « Moi, j'aimerais ça que mes cheveux partent vers l'arrière, mais moi, ils continuent vers l'avant. » Fait que, en tout cas, pour moi, je vais juste chier le gag, là, Mathieu, là, il est comme... Puis je m'en rends jamais compte, tu sais, c'est comme... Puis là, il voit plus rien, là, tu sais. Mais en tout cas, fait que... Mais ça, c'est super important, je pense. Aller dans le crowd work positif, puis diffuser de l'amour aux gens, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais. Ça fait une grosse différence. Puis ça, l'Abreuvoir, ça a été une très belle leçon pour ça. Ben oui, man. Puis, tu sais, tout à l'heure, on en parlait... tu sais, de toujours... de pas avoir peur d'accepter de quoi. Parce que moi, en fait, il faut accepter d'avoir peur. Ouais, c'est exactement, tu sais. Parce que moi, c'est ça, j'avais pas fini ce que je voulais dire. Là, c'était... non, c'est pas à cause de toi, c'est moi qui... La drogue revient, tu sais. Mes symptômes de dope sont en train de refaire surface. Mais c'est ça, moi, c'est comment ça avait été la première fois. Ça avait été mollo, tu sais. Ça avait été moyen. Puis... fait que ça, tu sais, ça m'avait fait en sorte que j'avais comme peur de le refaire, tu sais. Je savais pas si Charles était pour me le demander, si j'étais pour dire oui. Puis finalement, il m'a demandé de le refaire. Puis ça a fucking bien été, man. Ça a vraiment très bien été. Mais tu sais, la raison pourquoi que j'ai accepté, c'est que j'en ai parlé avec Ben Lefebvre, je devais le faire, puis il m'a dit, man, mets-toi pas KO
avant qu'eux autres, ils l'aient fait. Ben oui. Tu sais, s'ils te prennent la peine de te le demander, c'est qu'ils savent qu'est-ce que tu vaux, ils savent qu'est-ce que tu es capable de faire, puis ils te font confiance. Complètement. Fait que Chris, s'ils ont confiance en toi, ben toi, aie confiance en toi-même, là, tu sais. T'es complètement. Puis quand il me dit ça, puis tu sais, je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire encore, mais quand que je l'ai fait après l'animation, c'est là que j'ai compris, là. Faut vraiment que tu te laisses embarquer là-dedans. Là. Ouais, il faut vraiment une volonté de s'amuser puis de partager avec les gens qui sont là. Ouais, c'est ça. Et puis ça change tout. Exactement, man, exactement. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, tout à l'heure, on parlait que ça, tu reviens de France. Ouais. C'était comment jouer en France? Super. Ouais. Ah, j'ai adoré ça, moi. Il trouvait-tu que t'avais un accent plus québécois ou... Au début, moi, j'ai été présenté sur scène pendant les 2 premiers mois comme un Québécois. Ouais. Les gens disaient, Ah ouais? il vient du Québec, c'est un Québécois. Et puis moi, ça me dérangeait pas. J'étais comme, yeah, nice. Ouais. Yeah, ça me va. Mais c'est pas tout à fait vrai, mais yeah, si Ouais. tu veux, ouais, cool. Yeah, ça sera ça. Ouais, C'est, exact. Je le prends. On va faire avec. Hein? Je le prends. Mais ouais, au début, un petit accent sur certaines... Et puis le truc aussi où ils sont... c'est que je dis les mots en anglais avec un accent anglais. Ouais. Tu vois? Genre... je sais pas, n'importe quel mot anglais qu'on utiliserait. Genre, par exemple, Drake. Ouais. Admettons Drake, le chanteur. Ouais. Je vais dire Drake. Puis là-bas, j'arrivais, puis je disais Drake. Puis les gens sont comme qui? Ah, Je ok. suis comme, Drake? Les autres, c'est... Qui connaît pas? Ils vont dire Drake. Ah, ok. Ils vont tout, tu sais, les mots, je dis il comme si j'étais plus français. Mais Ouais. en France, on va dire les mots anglais avec un accent français. Et les gens se moquent de toi si tu dis les mots anglais avec un accent anglais. Je sais pas pourquoi. Comme genre shopping. Au lieu de shopping, c'est shopping. Ils vont dire shopping, ouais. Si je dis on va faire du shopping, les gens vont dire what? Pour qui il se prend? Tu vois? Je suis comme non, mais c'est juste un mot anglais, c'est normal de le dire avec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est marrant. C'est marrant à constater. C'est là-dessus où j'ai senti que j'avais pris des trucs un peu québécois. Ouais. Puis évidemment, le premier mois, j'avais des intonations, puis des mots, puis des trucs. Ouais, c'est ça, hein. Et puis, ça, c'est un truc fou. Parce que tu sais, les imitations des Français ici, c'est tout le temps on dit du coup Ouais. et tu vois. Ouais. Puis moi, le tu vois, je le dis beaucoup. Mais le du coup, je trouvais que je comprenais pas ce cliché-là. Je disais, mais du coup, pourquoi Ouais. à chaque fois qu'ils imitent un Français, ils disent du coup? Et je suis arrivé à Paris. Et tous les du coup, ils sonnaient dans ma tête. Et je dis en mode, mais c'est vrai le nombre de du coup qu'il y a. Je te jure. Tu vois les cloches à la boxe, ding. À chaque fois qu'il y en avait un, ça faisait ça. Le du coup, ding, ding. Et je te jure, j'étais comme, waouh, c'est vrai en fait. J'avais jamais entendu autant de du coup depuis 4 ans. Puis je me suis dit, ils ont raison. Il y a trop de du coup. Puis hier, ça, on se parlait avant le show. Il y a beaucoup de spectacles là-bas. Énormément. Ouais. Énormément de spectacles, mais de disciplines variées. Tu sais, t'as beaucoup de théâtre, t'as beaucoup de shows comme ça, t'as beaucoup de seuls en scène. Les seuls en scène, ça, c'est un truc que je pense pas que j'ai vu ici. OK, c'est pas un spectacle solo. Là. Si, c'est one-man Ouais. show, mais pas de stand-up. C'est un Ok. mec, il est tout seul. Et il fait une pièce de théâtre tout seul, en fait. C'est avec un quatrième mur. Il se parle tout Il se parle seul. tout seul. Dans le fond, c'est un sans-abri. C'est ça. C'est un dopé. Mais il fait un spectacle de théâtre tout seul, en fait. C'est comme Ok. avec un quatrième mur. Puis ça se fait pas beaucoup ici, même pas du tout. Mhm. Et ça, il y en a beaucoup. Et le stand-up est beaucoup plus récent en France qu'ici. Ouais. Donc, par contre, c'est la discipline qui se développe à vitesse Ouais. grand V. Ça cartonne. C'est vraiment ce qui marche le plus fort et ce qui est le plus en train de se développer. Ouais, mais c'est ça, là. c'est Il plus est jeune. carrément avoir une autre génération, là, Ouais, en ouais. France. Là. Puis, ouais. Surtout avec les Gaden Mallet puis Jamel Debbouze. Exact, ça, ouais. tu sais. Exact, qui commencent à être des humoristes qui sont qui commencent à avoir un certain âge aussi. Où je t'ai vu aussi sur une vidéo que t'as posté, là, c'est le Comedy Club. Ou, Ouais. c'est quoi le nom encore? Le C'est- Jamel Comedy Club. Ouais, Jamel justement. Comedy Club, exact. ça. Tu l'as fait, ça? Ça, ouais, j'ai fait une émission hebdomadaire au Jamel Comedy Club. Et puis j'étais tous les week-ends dans la salle du Jamel Comedy Club et avec la troupe du Jamel Comedy Club. Donc c'était 3 shows par week-end, ça c'était génial. C'était génial, écoute, une salle pleine, 160 personnes, avec des humoristes de Paris qui étaient vraiment très très cool. Donc ça c'était expérience formidable. Plus connu ou Ouais, de la relève? Ou, Ça dépend. Il y en avait des connus, il y en avait des un peu moins connus. J'étais Ouais. le fucking moins connu de tous là. Ouais. Personne me connaissait. Et Ah c'est non? fou. En fait, que je me sois retrouvé dans la troupe du Jamel Comedy Club, c'est assez fou. OK. Parce que Puis comment que tu t'es retrouvé là? j'ai joué à un endroit, ils m'ont vu, ils ont aimé, ils m'ont invité. Ouais.
mais c'est vraiment, tous les humoristes qui étaient là étaient vraiment des humoristes confirmés sur place. Et donc, c'est un super bel honneur qu'on m'a fait de m'inviter là. J'étais très heureux. Et puis, j'étais vraiment le moins connu. Les autres étaient plus connus, ouais, c'est clair. Il y en a plusieurs qui avaient fait des festivals comme le Marrakech du Rire, etc., qui avaient puis développé depuis un moment leur carrière en France. Donc, c'était quand même des humoristes avec un certain label et un certain niveau. C'était des bons humoristes. Puis, c'est ça, comment on t'a accueilli? Là? Y en avait-tu qui te connaissaient un peu, genre de qu'est-ce que tu avais accompli ici à Montréal? Très peu. En fait, les humoristes qui étaient venus à Montréal, les humoristes parisiens qui étaient venus à Montréal, j'en avais rencontré beaucoup. Yacine Bellouz, par exemple, Kian Kojandi, qui a fait Bref, Fari, Jason, Brokers. Puis c'est des gens que j'avais rencontrés ici à Montréal. Et c'est de ces rencontres-là que je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'aller jouer en France. Et là, j'y suis allé. C'est des personnes qui rapidement m'ont accueilli en me disant, tu devrais aller jouer là-bas. Tu sais, ils m'ont mis les... Ouais, c'est ça. Voilà. Ils t'ont ouvert les portes. Puis après, moi, de mon côté, j'ai essayé de m'en ouvrir aussi parallèlement, tu vois, parce que je voulais pas mettre sur leur responsabilité là où je joue, tu vois. C'est dire, s'ils peuvent me donner un coup de main, c'est génial, mais je vais pas leur en demander trop, tu vois. Donc, tu vas être autonome. Ouais, puis je veux être autonome aussi, exactement. Ouais. Puis ils m'ont ouvert à plusieurs endroits, présenté à des gens, puis même ils m'ont, tu sais, il suffit qu'ils parlent de toi, qu'ils disent, tu sais, ne serait-ce que la référence. Ils disent à quelqu'un, lui, je l'ai vu jouer, je le trouve bon. C'est ça. Il a fait ma première partie à Montréal, nanana. Ouais. Bah, les gens t'ouvrent la première chance. Ça, c'est le plus difficile à avoir en humour. La première chance de jouer à un endroit. Je pense que c'est pas mal le plus difficile. Et si tu vas là-bas et que tu fais du bon travail, tu seras rappelé là et dans d'autres endroits. Donc ça, là-dessus, ça m'a aidé énormément. Le fait d'avoir la première occasion dans pas mal tous les endroits de Paris. Puis après, là, il a fallu que je travaille fort pour faire en sorte que les choses évoluent. Et très rapidement, je me suis retrouvé à rencontrer plein de gens, puis à jouer. Je jouais, écoute, moi, ma moyenne, c'était essayer de jouer minimum une fois par jour. Et puis, il y a des fois, c'était du double, triple booking. Enfin, c'était magnifique. Puis des salles variées, puis des 400 personnes, comme des 4 personnes. J'ai joué devant 4 personnes. Ça, c'était hardcore. Ah ouais. Ben, moi, ça, je l'ai fait quasiment tout un été. Ouais, mais c'est formateur. C'est tellement formateur. Mais pour vrai, là, moi, il y a vraiment eu un avant puis un après. Ben oui. Après ça, t'es à l'aise. Ben, man, c'est parce que... Tu sais, quand tu te donnes autant pour avoir donner un bon spectacle devant 4 personnes, puis quand t'arrives avec un vrai public, genre, tu fais comme, man, c'est un jeu d'enfance. Ben oui. C'est, man, exact. J'ai même pas besoin de me donner. C'est drôle, mais les gens ont souvent plus peur de jouer devant des grosses foules, tu vois? On dit c'est souvent ça qui fait peur quand tu joues devant des 2000 ou dans des 500 ou même des 150, tu vois? Alors que vraiment le plus difficile, c'est jouer devant pas beaucoup. Ah ouais, man. C'est jouer. Et il faut... Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment, en plus, en ce moment, il y a une grosse demande des humoristes, même confirmés, voire très confirmés, qui ont envie de jouer devant des tout petits groupes de personnes pour roder, pour travailler, pour se remettre dans une situation où tu progresses, quoi. C'est ça, ben, tu sais, les open mic, là, je sais pas si tu l'as remarqué depuis que t'es revenu, mais il y a beaucoup de petits open mic, justement, où il y a des fois maximum 20 personnes. Puis, mais c'est du monde qui sont là pour découvrir du monde, des humoristes, ou voir des humoristes plus établis travailler leur matériel. Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, que je suis parti 4 mois, je suis revenu, on m'a dit, écoute, il pleut des open mic. Ouais. Je dis, c'est tellement nice. C'est ça. Parce que ça élève... Tu sais, déjà, l'arrivée du bordel a changé quelque chose. Ben, ça, c'est que ça a légitimé le fait d'avoir un open mic, tu sais. C'est plus juste, maintenant, c'est des tout croches qui font ça. Non. Même open mic, le bordel, il y en a 2 maintenant. Ouais, voilà. Exact. Fait que, fait qu'il y en a qui font comme, bon, ben, OK, j'ai le droit de le faire, puis... Et puis ça met des étapes différentes dans là où tu peux travailler, tu vois. Tu peux te sentir à l'aise d'arriver avec à peine l'idée dans un open mic. T'as le droit de faire ça. Ouais. Après, t'as des soirées intermédiaires où tu dois arriver avec des choses déjà bien travaillées. Tu veux amener plus haut, par exemple, je sais pas, comme tu sais, l'abreuvoir, le jockey, etc. Même si tu veux arriver avec quelque chose de solide, t'arrives pas là avec une idée seulement dans ta tête. Non, c'est ça. Là. Et t'as le bordel où après tu vas arriver avec des choses vraiment mieux, puis dans l'objectif d'aller dans des plus grosses soirées encore, comme des galas ou des choses comme ça. Ben c'est ça, ben tu sais, même le bordel, je pense, il y a pas mal juste les propriétaires qui rodent. Qui rodent là tu sais. Il y en a pas beaucoup. À part, puis là, je parle pas de l'open mic, là, tu sais, là. Mais c'est ça, même, je pense, des réguliers, là.
Ça rode peu. Ça rode pas vraiment. C'est comme genre quand ils sont pas mal certains là, de leur numéro, là ils se laissent aller. Puis malgré, je pense que c'est un public qui est quand même assez cool. Là, bah ouais. Qui est très énergique. Puis, et puis bien varié aussi. Tu sais, t'as beaucoup de différences d'âge. T'as des gens rive nord, rive sud, Montréal. Puis t'as des jeunes, des gens âgés. C'est super. C'est super révélateur de la population. Donc, t'as beaucoup de plaisir. Puis, les conditions sont faites pour avoir beaucoup de plaisir. Moi, j'ai rodé une blague là-bas. Et c'est la dernière fois que je le fais. Et ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis au milieu de 2 beats que je trouvais très forts. Ouais. C'est parmi ceux qui me marchent le mieux de ce que j'ai. Puis, ça rit. Je sais ma blague, ça rit pas du tout. Et là, je reprends le truc. Et là, je me suis dit, oh là là. Ouais. Non, on va aller aux open mic. Ouais. Les open mic. Les open mic. Ouais, ça, je voulais te parler parce que là, j'ai lu une couple d'articles pour pouvoir m'informer sur toi, qu'on puisse jaser. Mais, toi, quand t'es parti, avant que tu immigres au Québec, t'as été faire des comme bénévolat à Zoufet, à Juste pour rire. À Juste pour rire, ouais. Moi, ça te tente de m'en parler? Comment t'as commencé? Parce que c'est assez impressionnant, pareil. C'est un parcours... en fait... T'as commencé très jeune. Très, très jeune. En genre fait, 15 ans, je pense. L'idée, en fait, c'est mon père qui a tout de suite compris que je ferais pas d'études dans ma vie. J'avais des bonnes notes, etc. Puis lui vient d'un parcours scolaire, il a beaucoup étudié, travaillé très fort, mon père et tout. Ouais. Mais il a compris rapidement que c'était pas ça mon caractère. Puis je consommais tellement d'humour. Il y a des spectacles que j'ai vus 30 fois à cette époque-là, là, dans mes 14... T'étais un mordu. Je faisais que ça, je faisais des blagues tout le temps, j'adorais ça. Et mon père a compris que c'est ça qui m'intéressait. Et donc, quand j'avais 15 ans, il m'a trouvé le contact des gens qui travaillent pour le festival Juste pour rire à Montréal. Et il m'a dit, voilà, écoute, si ça t'intéresse, tu sais, on essaie de voir avec eux s'il y a moyen de faire un stage là-bas. Tu sais, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Juste baigner un peu dans c'est quoi l'humour à Montréal. Exact. Puis aussi, l'idée, c'était, si t'as envie de le faire, commence dès maintenant à voir ce qu'il est possible de faire, puis à rencontrer la réalité du milieu, puis la réalité des trucs. Donc moi, j'ai dit, yes, tellement. Donc là, j'ai envoyé un mail à la personne, puis je lui ai dit que j'adorerais travailler pour eux, puis que je suis prêt à le faire bénévolement. Moi, l'idée, c'était qu'ils m'acceptent. Si je dis que je le fais bénévolement, ils vont probablement accepter. Parce que toute l'expérience, ça vaut déjà plus cher. Exact. Je me suis dit, mon salaire, il va être ailleurs, tu vois. Puis, et ils ont accepté. Et donc, je me suis retrouvé, j'avais 15 ou 16 ans. Et je me suis retrouvé assistant de production à la Place des Arts pour le festival Juste pour rire de Montréal. Et donc, c'était un mois exceptionnel. Parce que moi, j'étais fan d'humour puis passionné. Et puis, tu sais, on me disait, viens vers 10h, 11h du matin, puis tu peux partir vers minuit. Moi, je disais, vous comprenez pas. Moi, je travaille pas en ce moment. Moi, c'est pas du travail ce que je suis en train de faire. Donc, je venais à 8h du matin et je partais à des 2-3h du matin, tous les fucking jours. Parce que c'était génial. Et ce que j'ai fait rapidement, c'est que j'ai essayé de me rendre disponible à tout. Parce que j'avais accès à tout le derrière, toutes les coulisses. Puis je rencontrais tellement d'humoristes. Moi, j'avais jamais vu d'humoristes québécois. Puis là, j'ai vu des Mike Ward. Mais j'ai été impressionné. Puis je les voyais en dehors de la scène, puis sur la scène, puis je les voyais répéter. Puis je voyais tous les... T'as-tu été en contact un peu avec eux autres? Très, très peu, parce que j'essayais de me faire très discret, puis je voulais pas déranger. J'étais vraiment très passif et puis timide. Mais ça m'a fait... Déjà, de juste être là, c'était déjà la grosse affaire. Tu m'étonnes. Puis je pouvais observer tout ça et tout, puis c'est ça qui m'intéressait, tu vois, parce que même si j'allais leur parler, qu'est-ce que j'avais à partager avec eux? Je voulais pas faire la groupie, tu vois. Ils sont dans un contexte professionnel, j'ai envie d'être professionnel aussi, tu vois. Et donc, je m'étais mis à disposition de tout le monde. La partie artistique, la partie production, la partie technique. Puis je disais, j'étais l'assistant de prod où je disais, je voulais faire en sorte que s'il y a un truc, on m'appelle moi. Parce que je veux tout voir. Je veux tout voir de la machine. Et donc, arrivé à un moment donné où j'étais souvent sollicité pour aller placer des bouteilles d'eau, whatever, mais aider des gens à porter je sais pas quoi, aller chercher quelque chose, je sais pas quoi. Et donc là, ça a fait que tout le monde a vu que j'étais très motivé et a commencé à être vraiment très, très chill avec moi. Et j'avais accès à plein de trucs. Et j'ai rencontré, plein de gens. Je me suis mis des fois, j'avais du temps, je me mettais dans la salle. Puis là, je voyais des humoristes de fou arriver sur scène, puis répéter devant la salle vide. Puis des trucs comme ça, puis des gags. Puis j'ai rencontré Laurent Paquin. À ce moment-là, j'avais parlé avec lui dans sa loge. C'était super. J'avais rencontré une quantité d'humoristes exceptionnels et des humoristes français aussi. Il y avait un gala français. Et l'anecdote incroyable, c'est que je me retrouve
Je me retrouve dans une loge, il est genre 2h du matin. Moi, ça fait 2 heures qu'on m'a dit tu peux rentrer chez toi. Et que je dis, mais vous comprenez pas. Vous avez toujours pas compris, tabarnak! Vous comprenez pas ce que je suis en train de faire ici, là. Et je nettoie une loge d'un mec qui s'appelle Baptiste Le Caplin, qui est un humoriste français qui est très très fort. Et il venait de faire 2 standing ovations au Gala Juste pour rire, c'est faux. Puis je nettoie sa loge, puis là il arrive dans la loge. Et je lui dis, écoute, moi j'aimerais beaucoup faire de l'humour. Et là il a pris un bout de papier qu'il a déchiré. Et il m'a dit 3 endroits où jouer à Paris. 3 genre type open mic. Okay. Puis il m'a donné ça, puis il a mis son mail, puis il a dit tiens, tu veux jouer, tu peux aller là-bas. Et ce papier-là, je l'ai gardé. Et j'ai écrit un truc dans l'avion sur le retour. Puis j'ai commencé à écrire sur les pauses du midi pendant que je travaillais pour Juste pour rire et tout. Et en arrivant à Paris, j'ai fait ma première scène. J'avais 16 ans et demi, 17 ans à peu près. Et ce qui est fou, c'est que je me suis retrouvé à Montréal cet été, à faire un gala ZooFest avec Baptiste Le Caplin. OK. Et ça, je trouvais ça génial. Ah ouais? Je faisais la première partie. Il se souvenait-tu de toi? Non, mais je lui ai ramené l'anecdote. Avec le papier. Ouais, j'avais pas le papier malheureusement, mais c'était assez touchant de lui dire, bah écoute, c'est parce qu'en fait j'avais été invité à faire la première partie du gala Bref. Tous les gens de Bref. Oui, c'est ça, avec Kian Kojandi, c'est ça? Kian Kojandi, tout à fait. Kojandi, okay. Puis plein d'autres humoristes français, etc. Puis il y avait donc Baptiste Le Caplin. Et j'ai trouvé ça tellement cool. Je me suis dit, c'est tellement nice. Puis j'ai dit, bah écoute, si je me retrouve là, c'est grâce à toi, Baptiste. Parce que c'est toi qui m'as. Tu vois, donc c'était super touchant comme moment. Ah ouais. Et puis voilà, ça a été une expérience fabuleuse. Et c'est suite à cette expérience, quand j'ai commencé à voir un peu le milieu de l'humour parisien, que je me suis dit, les humoristes au Québec ont quelque chose qui m'intéresse plus. Okay. Le monde de l'humour au Québec a quelque chose de plus professionnel. Mais avant, je veux savoir, ça avait-tu bien été ton premier show? Ouais. Ouais, ça a bien été. Je suis très content. C'était quoi l'ambiance? Y avait-tu une coupe de monde? C'était un open mic où tu faisais 5 minutes. Après 5 minutes, il y avait une cloche qui sonnait et tu sortais de scène. C'était très machinal. C'était des soirées, parfois il y avait 17 à 20 humoristes. C'était au Café de Paris. OK, c'est Chinchman, ça s'appelait. OK, all right. Mais ça n'existe plus malheureusement, mais ça s'appelait le Chinchman au Café de Paris. Puis j'avais dit à personne que j'y allais, il y avait juste mon frère et des amis de mon frère qui étaient venus m'accompagner. Et quand ils ont dit mon nom, j'ai cru que j'allais vomir dans mon coca. J'étais là comme ça, puis j'avais pas 18 ans. Stressé que le cul. Stressé à mourir, et au final, ça s'était vraiment bien passé. Et de cette scène-là, il y a des gens qui m'avaient appelé à jouer dans une autre scène. Puis je m'étais retrouvé à jouer ailleurs. Puis de là, je me suis retrouvé cette soirée-là, c'était filmé pour des sélections pour un gala à Paris. Puis j'avais été présélectionné pour le gala à Paris, donc c'était très cool. Ça a commencé à... Ça, c'est dès ton premier show. Ouais, c'était dès mon premier show, mais j'avais travaillé comme un fou, là. J'avais écrit, mais tous les... Enfin, à partir de ce moment-là, à l'école, quand il y avait des examens, en fait, l'examen, c'était secondaire. Je prenais ce temps-là pour écrire des blagues. Ouais. C'est un foutu. Je me souviens d'un cours de bio où j'écris comme un fou. Tu sais, je vois le contrôle, puis je suis en mode, je m'en fous de cet examen. Puis là, j'avais mis des trucs à l'arrache, j'avais essayé de le finir rapidement, mais j'avais dit de la merde. Puis là, j'avais pris une autre feuille, puis j'avais écrit un sketch, un numéro. Et c'est le premier numéro que j'ai amené sur scène. Et j'avais écrit comme un fou. Puis là, il y a un pote qui était avec moi à l'examen qui me dit, putain, tu dois avoir une note incroyable, t'as travaillé comme un dingue. T'as vu tout ce que t'as écrit? Puis je lui ai dit, non, j'écrivais autre chose. Moi, l'examen, j'ai rien fait. J'ai juste écrit mon nom d'attitude. Et puis donc, ce numéro-là, qui est le premier numéro que j'ai fait dans toute ma vie, puis ça avait vraiment bien marché. Et quand je me souviendrai toute ma vie parce que j'avais des bonnes notes en bio avant ça. Puis quand la prof, elle m'avait ramené mon contrôle, j'avais eu 4 sur 20, je pense. Ce qui est désastreux. Je pense que j'avais quasiment la pire note de la classe. Puis elle m'avait dit, je comprends pas pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis moi, dans ma tête, je me disais, mais tu comprends pas que j'ai eu vraiment une meilleure note que ça? Dans le sens où la bio, je m'en fous. Moi, je suis sorti de là avec un 5 minutes. C'est ça, ton temps, il a vraiment valu à quelque chose. Il a tellement été rentabilisé. Que ta division cellulaire, qu'au final, c'est pas à moi que ça va profiter. Il y a des gens, ça va faire leur carrière et ils sont probablement fans de ça. Pas moi. Donc moi je me dis, j'ai eu 4. Oui, j'ai eu 4 à ton contrôle. Ça, c'est au quoi? C'est-tu au secondaire, ça? Ça, c'est... alors, je sais pas si c'est secondaire ici. On dit, moi, j'étais au lycée à ce moment-là. C'est cégep, plutôt. OK. Ouais, entre 16 et 18 ans. Okay. Donc ça équivaut à peu près au cégep, mais c'est pas exactement pareil qu'ici. Ouais, ok. Ouais, mais c'était au cégep, à peu près cégep. Ouais, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Ouais, c'est quand même déjà très jeune. Ouais, puis je faisais plus vieux, donc je pouvais rentrer dans les bars où ça jouait de l'humour et tout. Ouais, t'es assez grand. Ouais, puis j'avais une tête qui faisait qu'on avait l'impression que j'étais plus vieux. Tout le monde pensait que j'étais majeur alors que je l'étais pas. Puis ça me permettait d'aller jouer. Puis... d'être faufilé. Exact, puis les gens ne checkaient pas trop. Ça, c'était génial. Et puis quand est arrivé la fin du lycée, qui correspond à peu près à la fin du cégep, l'arrivée vers les études supérieures, je dis,
l'université et tout. Ben là, mon père, encore une fois, c'est lui qui a tout vu et qui m'a dit, mais tu sais, tu pourrais peut-être aller à Montréal. T'sais. Retourner à Montréal, puis juste te débrouiller, tu sais. Puis il y avait cette idée de te retrouver tout seul quelque part, grandir vite, puis pas perdre de temps, tu vois. C'est carrément un autre game, man. Carrément. Pour vrai, là, carrément. Toi, je sais, c'est pas vraiment comparable, là, mais tu sais, moi, je viens de Gatineau, puis juste m'en venir à Montréal, dans la grande ville, ça me faisait peur en tabarnak, tu sais. Fait que toi, j'imagine pas Chris traverser puis aller dans un autre continent. Je m'étonne, puis j'avais 18 ans à ce moment-là, donc je connaissais rien. Ça, mais j'ai eu la chance d'avoir énormément d'insouciance ou de la stupidité. Tu vois ce que je veux dire? De la naïveté. Ouais, de la naïveté, parce que souvent, ce qui est associé à cette décision, les gens parlent de courage, et moi, je reste intimement persuadé que pas tellement. Non, pas tellement ça, de parce que courage. t'étais pas au courant de tout ça impliquait. Exactement, je connaissais tellement rien. Ma vie était tellement cool à Paris, tu sais, j'étais avec mes parents qui ont une belle situation. Aucun souci. Aucun souci, plein d'amis, avec mon rêve de faire des blagues et aucune idée de ce que ça comporte dans ta vie. Puis donc, il n'y a pas vraiment de courage. À coups de rêve et de magie. Exactement. Puis de naïveté. Puis au final, je me suis retrouvé à l'université de Montréal ici. Puis là, j'ai réalisé que l'université, c'était pas pour moi. Parce que je m'en foutais. Puis je me suis mis à écrire des blagues tout le temps. Puis finalement, intégré l'École nationale de l'humour un an après. Ça, c'est une histoire marrante aussi. Comment je me suis retrouvé à l'École de l'humour. Ouais. C'est que ma deuxième session de l'université, je m'étais présenté à aucun examen parce que j'étais arrivé à la conclusion que j'en avais rien à foutre de l'université et que ça me correspondait pas en fait. Puis ça, c'est quoi? Ça a chié ton visa? Il y avait ça comme problème parce que j'étais allé à aucun examen, donc j'allais couler. Puis donc j'allais perdre mon visa étudiant. Sauf que moi je voulais rester à Montréal parce que j'avais fait ZooFest cette année-là. Il y avait plein de trucs qui commençaient à aller bien pour moi. Je disais mais c'est là que je veux rester. Et puis là c'est t'avais déjà fait du ZooFest? Ouais, avec Uncle Fofi du Couscous Comedy Show, j'avais fait 30 minutes au ZooFest à ce moment-là. Ah ouais? Ouais. Tabarnak, t'avais combien de shows dans le corps? Oh là, j'avais fait 30 minutes à Paris avant de venir à Montréal. OK. Genre, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça, c'est avant même que tu rentres à l'école de l'humour. T'avais déjà fait 30 minutes en quelque part. Ouais, avant de rentrer à l'école. Ça, c'est... Ouais, c'est beaucoup. Ça fait 4 ans que j'en fais, puis je commence à faire des 30, là, tu sais. Ouais, parce qu'à Paris, j'avais dit, tu sais, tous mes amis, quand ils ont commencé à apprendre que je faisais des shows dans les bars, ils m'ont dit, tu sais, puis on n'avait pas 18 ans, ils étaient là en mode, mais on veut venir te voir. Et je disais, non, c'est pas prêt. Je vous inviterai quand quand tu vas être solide. Là. Et donc l'été où j'ai appris que je partais à Montréal, je me disais il faut que je fasse un show devant mes amis avant de partir. Et donc là j'ai organisé un show avec un mec qui s'appelait Ryan Jelal et on a fait 6 fois 30 minutes chaque. Puis donc c'est ça, on se partageait, on faisait une double affiche, puis on faisait ça dans un petit théâtre à Paris avant de partir à Montréal. Donc j'avais ce 30 minutes là. Puis là, t'avais-tu invité tes amis à voir? Ou... Là, tous les gens qui voulaient me voir à ce moment-là, c'était le truc, vous pouvez venir me voir là, puis après je partirai à Montréal. Donc ça, c'était très cool aussi. Puis là, j'ai fait donc toute une année d'université, puis à découvrir un peu les shows, puis à commencer à jouer ici, etc., essayer de me faire une place. Puis pas aller à l'université. Et donc là, j'allais perdre mon visa, et c'est Adib Al-Khalidé qui me dit mais tu devrais essayer l'École nationale de l'humour. Il me dit, c'est cool. Il me dit tout ce que tu as à apprendre là-bas. Parce que moi, j'avais une mauvaise vision de la chose. Je pensais, on peut pas apprendre à être marrant, nanana. Puis en fait, je me trompais. Moi, je suis pareil. Moi, je suis de ceux qui pensent encore comme ça. Ouais, mais c'est pas. Parce que, mais t'as raison, mais c'est pas pour ça que l'école est bénéfique. C'est-à-dire que t'apprends pas à être marrant, t'apprends à être professionnel. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des auditions d'ailleurs. Ils prennent des gens qui sont déjà marrants. Puis ils vont les apprendre à travailler fort, à travailler parfois mieux et à rencontrer des gens, puis à être mis, etc. Puis à être mis dans des conditions qui vont les faire travailler plus fort, puis etc. Moi, c'est plus le 15 000 $ qui me fait... Ben ouais, j'ai eu la chance d'avoir des parents derrière qui pouvaient et ça, c'est pour ça, jusqu'à maintenant, ma carrière... c'est-à-dire que j'ai eu une chance exceptionnelle. Avec mon père qui a tout vu et qui m'a placé... déjà à base... Attends, déjà, je me dis, je vois tellement de... t'encourage là-dedans. Tellement, puis qui prend les devants, tu sais, j'ai eu tellement de conversations avec... Ouais, puis des conversations avec d'autres humoristes qui disent que c'est des conflits avec leurs parents, leur volonté d'être comédien, humoriste, chanteur, ou peu importe artiste, la... Ouais, exact. Puis moi, je me dis, j'ai eu tellement un luxe exceptionnel d'avoir des parents qui, en plus de le supporter, l'ont vu et ont tout fait pour me placer dans ces conditions-là. Je me dis, mais j'ai une chance exceptionnelle. Et puis j'avais les parents qui avaient... tu sais, j'étais très jeune, je suis rentré à l'École nationale de l'humour, j'avais 19 ans. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient soutenir financièrement aussi l'école, etc. Et tout ça, se dire que j'ai toute cette chance-là, ça a multiplié mon implication. Parce que je me dis, t'as une chance exceptionnelle, tu dois
t'investir à 1 milliard de %. Ouais. Tu peux pas être chill. Il faut que tu souffres. Mais que tu mettes Ouais. des efforts fois 1 milliard. Est-ce que tu réalises, genre pour moi, prendre la mesure de la chance que j'avais et la rendre à ceux qui me la donnaient, c'était être d'une implication exemplaire et donner tout ce que je pouvais donner. Ouais. Et au final, ça m'est très bien revenu dans la vie, puisque depuis que je suis sorti de l'école, les choses vont très bien. Ouais. Ben, même avant que tu sortes, on commençait déjà à parler de toi. Ouais, les choses sont allées bien et vite. Ouais, et puis avec l'Abreuvoir aussi, que j'avais commencé à animer avant de sortir de l'école, puis ces trucs-là. Puis Fishnet aussi, avec qui on avait commencé à faire des web-séries pendant l'école et tout. Donc ça a été... Mais tu sais, à l'école, c'est ça. C'est quoi qui a été le plus bénéfique pour toi d'être encadré? Parce que tu sais, j'avais entendu, je pense que c'était à sous-écoute, j'avais entendu une histoire comme quoi que ton premier numéro... T'avais le prof qui t'avait dit... c'est quoi qu'il t'a dit? Alors on avait... Ben, en tout cas, raconte-moi cette histoire. On avait... en fait, à l'école, il y a un truc qui s'appelle les vendredis, où tu dois faire un nouveau 5 minutes chaque semaine. Ouais. Et les 2-3 premières semaines, c'était pas exactement ça. C'est qu'ils nous faisaient des exercices. Donc, c'était un cours de création, mais on devait... Par exemple, tu dois inventer un personnage, tu dois faire ça. Puis là, le premier officiel vendredi, où tu dois faire un 5 minutes de ce que tu veux... les gens commençaient à aimer ce que je faisais. Genre, les 3 premiers exercices, les gens trouvaient ça cool ce que je faisais, puis j'étais très soutenu. Puis là arrive le premier vendredi, et mon père était venu en week-end à Montréal. Donc, j'avais pas eu le temps de travailler beaucoup mon truc, etc. Sans vouloir me dédouaner, évidemment, c'est de ma faute. Ouais. Mais, et j'avais fait un truc qui était nul à chier. Mais t'imagines même pas. Et pourquoi c'était nul? Parce que tu l'avais botché? C'était juste pas bon. J'étais juste pas bon. Une mauvaise bonne idée. Ouais, exact. Une mauvaise bonne idée. Puis je l'avais pas bien interprété. Puis je l'avais pas bien... Okay. Et le professeur il y avait eu un long silence après. Puis il m'avait regardé. Puis il m'avait dit « Tu m'as fait perdre mon temps. » Et cette phrase-là, elle m'a frappé tellement fort que le vendredi d'après, t'imagines même pas, j'ai passé des nuits complètes à écrire le vendredi d'après. Ouais. À me casser la tête, ça criait dans mon cerveau. Ouais. À trouver un espèce de déblocage. Et de ce vendredi d'après, je suis arrivé avec une proposition qui était très loin de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. C'était quoi? C'était un truc un peu absurde. Où j'étais avec un paperboard. Puis je disais des trucs bizarres. Puis je parlais du vide. C'était ça le concept du numéro. Je disais qu'il n'y a pas de... Mais attends, je me souviens même qu'il y avait une blague où je disais que j'étais sorti, il y avait un itinérant avec un truc de café. Puis j'avais mis une pièce dedans. Puis au final, il y avait du café dedans. C'était juste un mec qui buvait du café. Puis là, je me suis dit, j'ai juste mis une pièce, non? Donc quelqu'un qui boit du café. Toute ton intention est tellement bonne. Mais au final, j'ai juste... Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus dégueulasse qu'une pièce en plus? Donc j'ai mis ça dans... De la monnaie. Puis ça partait qui traîne dans tes poches, genre, avec de la mousse de poche dedans. Et puis c'était parti de toute une réflexion. Puis c'était parti... J'avais fait quelque chose d'assez absurde. Où j'expliquais puis, bref, je me souviens plus exactement du numéro, mais ça avait très bien marché. Il y avait quelque chose d'original qui avait été apprécié et soulevé. Et j'ai continué cette trame-là et ça m'a amené, je pense, à un style qui est plus proche de celui que je fais aujourd'hui. Et pour ça a été magnifique. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'école, ça a été magnifique. L'honnêteté des professeurs. OK, c'est là que tu t'as découvert un peu plus ton style? Ouais, l'école m'a permis d'expérimenter. Parce que je pense que quand tu joues devant un public, tu vas prendre moins de risques d'originalité. Ouais. Alors qu'à l'école, tu es dans un cercle qui te permet de faire des trucs complètement flyés. Et ça m'a permis d'aller chercher puis d'aller explorer beaucoup. C'est vraiment un laboratoire d'exploration que je trouvais très bénéfique. Ben moi, c'est parce que c'est un peu les profs, des fois, qui me fait douter, tu sais, parce que moi, ma tante, c'est un prof de théâtre, là, qui me regarde mon numéro d'humour puis il me dit « C'est pas bon, là. » Mais je vais te dire, t'es qui, toi? Mais tu fais du théâtre, tabarnak. C'est pas la même discipline. Ouais, ben, tu sais, c'est... Fait que, genre, à base, je le prendrais de même. Tu sais, je l'écouterais pareil parce que, Chris, je paye pour être ici, puis je paye pour tes crises de conseils. Fait que je vais les écouter, là, tu sais. Puis, ben, je vais les entendre, puis je vais les analyser par la suite. Mais, tu sais, comme ma tante... tu sais, là, t'as parlé, genre, tu peux faire des personnages, ou ils disent de faire des personnages. Mais pas... Ouais, au tout début. Après, tu t'es libre de faire ce que tu veux. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, là où ça a été... Mais il faut que tu l'expérimentes, genre. Ben, t'es pas obligé d'expérimenter, mais je trouve que c'est dommage de pas expérimenter. Parce que... Et puis, avec les professeurs, le truc, c'est que...
ce qui est très important, c'est leur avis. Est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est à toi de le voir. Mais ce qui t'apporte, c'est une vision honnête et avec de l'expérience et sincère de ton travail. Après, toi, tu prends ça et t'en fais ce que tu veux. S'il y a des trucs avec lesquels t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. S'il y a des trucs avec lesquels t'es d'accord, nourris-toi. Mais ça t'apporte un regard extérieur de quelqu'un qui fait ça dans ton intérêt. Okay. Et ça, c'est très bénéfique. Ouais. Parce qu'au final, c'est toi avec toi-même l'humour. Mais des avis extérieurs pertinents de gens qui le font dans ton intérêt avec beaucoup de bienveillance et de sérieux, puis de franchise. Et ça fait progresser. Et moi, par exemple, regarde, là, j'hésite à envoyer un message à un de mes professeurs parce que je viens à peine de comprendre quelque chose qui s'est tué à me répéter pendant toute l'année où je l'ai eu comme professeur. Je te jure que c'est vrai. C'est Serge Postigo qui mise en scène, je pense. Ouais, qui nous a mis en scène les 2 derniers spectacles de l'École nationale de l'humour. Et c'est un être, moi, que j'ai adoré. J'ai adoré travailler avec cet homme-là. Il est d'un professionnalisme exceptionnel. J'ai adoré Serge Postigo. Et il me disait quelque chose. Il me disait, t'amènes sur scène l'auteur. Tu viens sur scène et tu présentes tes blagues. Parce que je mettais énormément d'efforts dans écrire les blagues, mais comment les interpréter, je sais pas là-dessus, je travaillais beaucoup moins ça. Et je viens à peine de comprendre ce qu'il voulait. Parce que je lui disais, ok, si tu veux, ok. Et ça là, te rentrait d'une oreille. Oui, mais parce que je le comprenais pas vraiment, en fait. Ouais. Je comprenais pas exactement. Il disait des mots, je disais, ok. Puis j'essayais, hein. Et là, je viens à peine de comprendre ce qu'il veut dire. Je viens à peine de dire, mais oui, t'as raison. Parce que le corps est une écriture qui vaut autant l'écriture du texte. Oui, complètement. Oui, ce que tu dis avec ton corps et avec tes intentions et avec tes émotions, c'est on peut pas parler puis être muet avec notre corps quand on est sur une scène. C'est pas possible. Et je viens de le comprendre en travaillant énormément puis en gagnant en stage time. Puis là, je vois des textes qui prennent une dimension bien plus grande qu'avant, juste parce que je mets du jeu dedans, puis de l'implication, puis du corps. Puis j'ai envie de lui envoyer un message pour lui dire merci. Merci de m'avoir dit ça. Même si ça m'a pris... même si ça m'a pris 2... Et ça aussi, c'est quelque chose de cool avec l'école. C'est que tu emmagasines tellement d'informations que parfois tu vas comprendre 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Mais au moins, tu as ces informations qui planent autour de toi. Et pour ça, c'est très intéressant. Et je pense que je vais lui envoyer un mail pour lui dire juste merci beaucoup. Je vais mettre enfin en majuscule. J'ai enfin compris ce que tu t'es acharné à me dire. Et t'as raison. T'avais fucking puis lui, raison. Il va l'imprimer, puis il va le plastifier, puis le mettre dans un cadre, puis il va te photographier, puis il va t'envoyer la photo. Mais c'est pour ça ça a été très, très bien. Si on prend, mettons, ton exemple comme hier, là, quand tu fais ton affaire de le temps, des fois, là, la pause, le jeu était tellement bon que la pause était drôle. Exact. Puis il n'y a pas de texte là-dedans. C'est pas supposé être drôle, mais c'est à cause du jeu. Et c'est la preuve qu'on écrit avec le corps. C'est la preuve qu'il y a des gags de corps. Les gens rient, et tous au même moment. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Et qu'il y a quelque chose qui leur a été dit. Puis ils sont dans ta vibe aussi. Exact. Et c'est quelque chose qui a été dit, mais pas avec les mots. Et donc ça, c'est un langage qu'il faut utiliser. T'imagines si t'as tout ton texte avec tous tes gags et qu'en plus de ça, t'as toute ta gestuelle avec tous ces gags. C'est comme si tu jouais 2 textes en même temps. Donc t'as la possibilité de multiplier par 2 les gags. C'est quand même fou. Et ça, on peut pas le négliger. Et ça, malheureusement, ou heureusement, c'est quelque chose qui s'apprend à force d'avoir passé du temps sur scène. Là, il n'y a que la scène qui peut te faire comprendre ce langage-là et le maîtriser. C'est difficile à écrire en dehors de la scène. En tout cas, dans mon cas, je sais pas pour les autres, mais dans mon cas, c'est vraiment le stage time qui m'a fait gagner ça. Parce qu'avant, j'avais pas cette confiance-là. Parce que même à ça, si on peut te l'enseigner, puis tu peux pas le comprendre. Exact. Moi, c'est vraiment ça qui s'est passé. Je le comprenais juste pas. J'étais comme, oui, je comprends, mais non. J'entends, en fait, c'est ça. Je disais, je comprends, mais non. La seule chose que je faisais, c'était entendre ce qu'il me disait. Je comprenais pas. Puis là, aujourd'hui, je comprends avec l'expérience de la chose et je me dis, mais il avait tellement fucking raison. On peut pas négliger tous les langages qui existent. Même le regard, c'est fou. Mais le regard, les intentions, les émotions. L'émotion, là, ça, c'est fou. C'est quasiment le 3e texte. C'est exactement le 3e texte. Si t'es énervé, si t'es calme, si t'es triste. Et puis tu peux mettre des choses en comparaison. Tu sais, tu dis quelque chose de très, très...
joyeux mais tu le dis triste, bah ça peut créer quelque chose de comique. Tu vois, si ton corps a l'air très stressé mais que tu dis que t'es en confiance, tu vois, et ça peut rendre drôle des trucs écrits qui ne le sont pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ta combinaison de 2 textes, et ben mis l'un sur l'autre, ça va rendre des choses marrantes qui ne l'étaient pas. Donc ça, c'est fou. Ouais, parce qu'il y a trop un contraste entre les deux. Exact. Et puis les gens comprennent ça. Et puis ça va chercher des rires instinctifs aussi. Parce que les gens sont pas capables d'expliquer ce qui était drôle. C'est juste que oui, mais ça l'est devenu. Parce que ça parle au corps, en fait. Quand tu parles avec ton corps, tu parles au corps de l'autre. C'est ça qui est fascinant. C'est que c'est le corps qui comprend la blague. C'est absurde, mais c'est fou à constater. Ouais. Et donc c'est magnifique, parce que même les gens comprennent pas pourquoi ils ont rigolé. Ouais. Ils sont pas capables d'expliquer la blague, c'était pas des mots. Il a juste bougé l'épaule. Ouais. Et oui, mon corps a compris ce langage. Et c'est génial à observer, c'est fabuleux. Ouais, man, c'est fou. C'est fou aussi tout ce que tu peux découvrir puis apprendre avec, justement, avec du stage time. Puis, man, moi, je finis, c'est ça, ça va faire 4 ans que j'en fais, puis sacrément, j'en apprends à chaque show. Chaque show, t'apprends quelque chose. Où tu te remets en question. Exact. Ça, je pense que c'est ça qui est magnifique avec la discipline. C'est même pas juste du stage time. Aussi, des fois, c'est voir l'autre aller. Ouais, complètement. Ça fait partie du stage time. Ouais. Mais je pense que c'est Louis C.K. qui est partout ici qui disait qu'il écoutait tous les humoristes ouais. sur le show avant lui, même s'ils sont nuls, ouais. même s'il les écoute. Et puis ça, c'est justement un truc aussi que... Il apprend des erreurs. Exact. Et il y a un truc que Serge Postigo nous disait aussi que je trouve encore très intéressant. Il disait, on met beaucoup de temps à étudier pourquoi les choses n'ont pas marché. Mais il dit qu'il faut vraiment aussi mettre autant de temps à étudier les choses qui ont marché et pourquoi elles ont marché. Pourquoi, c'est ça. Et il faut faire ça, je pense, avec soi et avec les autres. Sans volonté de copier, mais volonté de comprendre la mécanique de la chose. Et quand tu vois un humoriste qui fait rire ou qui fait pas rire, il faut se dire pourquoi il fait pas rire. Et celui qui fait rire, pourquoi il fait rire? Parce qu'il est authentique, parce qu'il est efficace, parce qu'il a du plaisir, parce qu'il a envie d'en donner, parce qu'il est honnête, parce qu'il est impliqué, parce qu'il est généreux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre et après mettre sur scène. Et donc, parce que souvent, si on est trop dans notre bulle et que les seules blagues qu'on consomme, c'est celles qu'on fait quand on les fait. Ben, si on est trop refermé sur nous autres, et on se passe de toutes les autres informations qui sont alentour de nous autres puis sont disponibles aussi. Ben, complètement. Et puis, on peut mal se regarder et se critiquer quand on regarde pas et qu'on critique pas le travail des autres. Ouais. Puis critiquer dans le bon sens du terme. Ça veut dire c'est honnête, objectif, avec rien de personnel dedans, juste du technique. Pourquoi ça peut être mieux et pourquoi c'était génial. Ouais. Mais moi, c'est ça, c'est une de mes. Comment on appelle ça, là, pas des révélations, là, mais résolutions. Là, cette année, c'est de justement être. Tu sais, des fois, moi, instinctivement, je vais regarder un autre humoriste à la scène, puis dans mon intérieur, je vais juger tout ce qu'il fait. Ça, on n'a pas le choix. Puis tu sais, c'est bon de le faire, mais tu sais, il faut que rester ça soit constructif, tu sais. Oui. Parce que moi, je peux partir vite sur la jalousie ou l'envie ou... tu sais, moi, je pars facilement parce que mon tempérament, il est de même, tu sais. Ça, c'est l'un des gros pièges de la discipline. Puis on l'a vu, c'est tout ce qui est jalousie, amertume. Ouais. Et ça, c'est, je pense, le plus gros piège. Ouais. Et l'une des vraiment manières, je pense, de s'en sortir, c'est accepter et reconnaître le talent des autres. Ouais. Et à la seconde puis son propre cheminement aussi. Mais ça va éclairer ton propre cheminement. C'est ça. Au moment où tu le fais. Ouais. C'est-à-dire que ton génie à toi va pas se déclarer tant que tu reconnais et que tu n'acceptes pas avec de la simplicité et de la pureté et de la bienveillance celui des autres. Ouais. C'est à ce moment-là que ton génie va sortir. Quand tu vas accepter et aimer sans aucune jalousie celui des autres. Et il y a quelque chose aussi qui est très agréable à faire. Moi, j'essaie de faire ça beaucoup. Quand je vois un autre humoriste sur scène, j'essaie de pas oublier l'humain, mais quasiment. J'essaie de voir le travail de quelqu'un. Je me dis, c'est pas... Parce qu'il y en a quelque chose avec notre discipline, c'est que c'est associé à notre... Tu vois? Je comprends ce que tu veux dire, C'est associé à notre... Il y a du monde, en tout cas, pas besoin de nommer de nom, là, mais tu sais, il y en a que tu vas faire comme « Ah, je m'entends vraiment pas bien avec », mais Chris qui est bon, ou exemple. l'inverse, je m'entends très très bien avec. Et le truc, c'est j'essaie de complètement enlever ça.
Je me dis, là, ce que je vois, c'est le travail de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Et on est même, nous, conscients que ce qu'on amène sur scène, c'est pas exactement qui nous sommes. C'est ce qu'on fait et ce qu'on a travaillé, ce qu'on est capable de faire. Ouais. Donc moi, j'essaie de détacher complètement l'humain et de regarder... parce qu'en plus, comme ça, les critiques que tu vas faire vont jamais être sur un humain. Elles vont être sur le travail de quelqu'un. Tu vas avoir un œil professionnel sur une œuvre qui est professionnelle. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Ouais. Et ça fait progresser, puis ça enlève tous les trucs de jalousie. Je me dis, voilà, là, je vois quelqu'un qui présente quelque chose qui est extérieur à lui, qu'il a fait, pas qui il est. Il présente pas qui il est. Il présente qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ses actions qu'il a faites. Exactement. Exactement. Et ça aide. Parce que tu as raison de le soulever. C'est un vrai truc de notre discipline. Ouais. C'est que on est tout le temps confronté au travail des autres. Ouais. Et on confronte notre travail aux autres collègues. Puis on se compare. Et on se compare. Il ne faut pas se comparer. La seule personne, faut que tu te compares. On le dit tout le temps dans mon podcast, tout le temps. La seule personne que tu peux te comparer, c'est toi-même. On est d'accord. Ou la dernière personne qui était... Ou le taux avant de monter sa scène, tu sais. La dernière fois que tu étais en show. C'est tout le temps là, mais tu sais, c'est parce que c'est trop facile de juste... d'arriver, puis de... En plus, tu sais, souvent, tu es sur le même show, le même public. Tu sais, fait que là, tu fais comme, pourquoi moi? Pourquoi que ça a moins été? Pourquoi lui, ça va mieux? Pourquoi... Tu sais, puis... La seule chose... Ou alors, tu peux comparer le travail. Mais il ne faut pas que tu compares l'humain. Ouais. Et puis, il faut détacher... la réussite des uns n'a pas d'influence sur ma réussite. Et ma réussite n'a pas d'influence sur celle des autres. Exact. Parce qu'on a tendance, et tout ça, c'est le truc de jalousie, c'est un truc d'insécurité. Ouais. Il faut réussir à se détacher de complètement. Ça. Parce qu'il faut se dire que ta réussite est dépendante de ton travail. Genre, sa réussite à lui ou elle ne change rien à la mienne. Elle est à elle, et tant mieux pour elle, et bravo elle, et elle l'a construit, elle, avec elle. C'est ça. Elle a travaillé pour ça, puis ça lui appartient. Exactement. Et sa réussite ne va rien... Puis qu'est-ce que moi, je préfère pour me rendre là? Exactement. Ou m'améliorer. Et sa réussite n'est pas responsable de mes échecs. Exact. Et ça, là, c'est ça qu'il faut accepter de détacher. Puis là, quand tu fais ça... Le plus tôt tu fais ça, le mieux ça va aller. Tu vas travailler mieux, tu vas gagner en bonheur, tu vas gagner en tout. Tu vas bien plus aimer ce que tu fais aussi. Ben ouais, puis tu vas te chiller beaucoup plus. Ouais. Et puis, il faut aussi, de l'autre côté, empêcher la jalousie des autres. Parce qu'il faut... réaliser que la jalousie, comme on disait, est quelque chose qui est proche de l'insécurité, etc. Et donc, je pense qu'il ne faut pas vouloir la susciter chez les autres. Je pense que ça fait partie de la même démarche. Tu peux pas... Par exemple, moi, je reste persuadé que l'humilité est l'une des qualités premières avec le travail et les efforts qui amènent à la réussite. Ça veut dire qu'il faut que toi aussi, tu détaches qui tu es et ce que tu fais. Ça veut dire que tu présentes sur scène ton travail. Et t'as beau être exceptionnel sur scène, et en dehors de la scène, t'es un être humain comme tout le monde. Et moi, ce que je fais, c'est que quand les gens m'applaudissent, je considère que c'est pas moi, humain, qu'ils applaudissent. Ils applaudissent mon travail. Parce que dans la vie de tous les jours, le nombre de choses que je fais qu'ils applaudiraient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème qu'on fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis absolument... Il faut se ramener là-dessus parce que c'est tellement euphorisant. Quand tu te fais applaudir, tu te dis, mais attends, je suis un être humain qui mérite d'être applaudi. C'est ça. Non. Tu peux devenir narcissique assez rapidement. Exact. Aussi. Et tu te dis, non, mon travail est applaudi. Mais moi, en tant qu'être humain, non, je suis quelqu'un absolument comme tout le monde. Et il faut l'apprécier et le respecter et mettre les gens au même niveau que soi. Il faut mettre personne plus haut que soi et personne plus bas que soi. Ça va dans les deux sens. Il faut mettre personne plus haut que soi et personne plus bas. Tu peux apprécier le travail des autres et le mettre très haut dans ton échelle de ce que t'aimes dans la vie. Mais humainement, tu dois te mettre sur un pied d'égalité avec tout le monde et agir en conséquence. Et ça, là, ça fait évoluer ton travail et ton bonheur et ton truc. Moi, ça, man, ça n'a jamais vraiment été un problème, tu sais. Moi, mon problème, c'est le contraire.
moi, je me diminue tout le temps. Ouais. Moi, c'est un gros problème d'estime de soi-même. Là. Ouais, c'est pour mais ça tu sais, moi, je suis tout le temps en train de faire des blagues sur moi, tu sais. Puis je fais de l'autodérision, c'est drôle. Mais m'amener, c'est que des fois, c'est trop aussi, tu sais. Tu sais, faut pas trop non plus se rabaisser. Là, mais c'est ça le truc, c'est parce que moi, c'est pour ça que je disais qu'il faut pas mettre des gens au-dessus de soi. C'est parce que je reste intimement persuadé que c'est la même chose. Exact. Si tu mets des gens au-dessus de toi, tu vas en mettre d'autres en dessous de toi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas puis là, mettre tu vas commencer à jouer là-dedans. Exact. Là. Et puis ça, c'est un piège. Ouais. Il faut vraiment considérer que sur le plan humain, on est tous au même niveau. Ouais. Par contre, en termes de travail, bah là, il y a des... C'est ça. Là ça il y a peut des bouger. Niveaux, là, ouais. Tout dépendamment comment tu travailles fort exact. aussi. Et comment tu travailles bien aussi. Ouais. Exact. Parce qu'il y a aussi ça. Ta méthode de travail, c'est ça. Là. Exact. C'est là que ça compte. Mais ouais. Mais ça, t'as raison de le soulever, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la démarche qu'on vit. Garder cette espèce de simplicité. Et c'est fou. Mais je sais pas si t'es arrivé à cette même conclusion-là, mais on est amené... ça, c'est ce que je trouve génial à Montréal aussi, c'est qu'on est amené à chiller ou à rencontrer ou à partager des moments avec des humoristes très accomplis, voire très célèbres, et qui ont des grosses réussites. Et ils sont généreux de leur temps. Et c'est fou. Moi, je trouve que c'est le point commun de toutes les personnes qui font un travail qui est reconnu et que je respecte beaucoup, c'est qu'ils ont tous en commun cette générosité, cette simplicité-là. Moi, un des exemples exceptionnels, je trouve que c'est Mike Ward. Man. Lui, son nom, il sort tout le temps, là, man. Mais c'est incroyable tout ce qu'il fait. Mais c'est exceptionnel. Puis il est pas obligé de faire ça. Il gagne à rien, lui. Mais je pense que... et au final, je pense que oui, il gagne quelque chose. Ben, à part peut-être de se sentir mieux dans sa peau. Il gagne du bonheur, ouais. Ouais. Il gagne du bonheur, puis de la paix, puis je sais pas, il gagne... je sais pas. Ça fait partie des démarches qui imposent le respect. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est fou, cet homme-là est d'une simplicité, puis d'une écoute et d'une générosité exceptionnelle. Et avec ça, d'une honnêteté incroyable. C'est-à-dire qu'il va pas te mentir, il va pas s'inventer, il va pas rien, tu vois. Et ça, je trouve que c'est l'un des points communs de tous les gens qui ont réussi, que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Ils ont en commun cette espèce de simplicité, puis d'humilité, puis de... Ah ouais, de l'humilité. Là. Puis de pas accepter... le piédestal que beaucoup de gens se donneraient. Ouais, où les gens ont tendance à les mettre sur un pied, puis eux disent non. Ouais. Toi, mets-moi là si tu veux dans ta tête, mais moi je sais que je suis là et je sais le travail que j'ai dû fournir dans ma vie pour arriver à ce que j'ai fait. Ouais. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et on peut pas détacher ça de la réussite. Mais il faut que tu connaisses en personne les humoristes pour savoir ça puis le comprendre. Là. Même les observer un peu. C'est ça. Ouais. Fait que en même temps, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce podcast-là, justement, que tu sais, deux humoristes, justement, parlent d'humour, puis c'est plus le côté... C'est comme si le côté humain ressortait plus, puis ils parlent de leur métier, puis de tout ce que ça implique, tu sais. Autant l'émotion, autant que, tu sais, de vouloir être carriériste, puis... Parce que on est tous à la base des gens qui sont très sensibles. Ouais, je pense que c'est le point commun. Tout à l'heure, ça, on parlait beaucoup de l'école, l'humour, comment tu as appris là-bas. Moi, j'aimerais ça qu'on parle d'écriture beaucoup, parce que c'est un gars qui écrit beaucoup, ça a de l'air. Ouais, j'essaie d'écrire beaucoup, ouais. Genre, t'écris-tu à chaque jour, toi? Plus maintenant. Avant, j'écrivais, pendant que j'étais à l'école, puis pendant que j'animais l'Abreuvoir, j'écrivais tous les jours plusieurs heures. Ah ouais. Puis il y a eu des phases où c'était des 8 heures dans la journée ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Ouais. T'as une autre façon, mais. Ouais, un peu, mais en même temps, je sais pas parce que là, je suis pas encore dans l'écriture du 3e. Je suis là, je prépare Mobilo en mars où je fais. Oui, c'est ça, man. J'aurais dû commencer par ça. Ouais, c'est chill. Je fais, donc là, je fais 1 heure au Mobilo qui est. Il y a du nouveau, puis il y a des choses du premier spectacle, puis il y a des choses du deuxième spectacle. Puis après Mobilo, là, je vais me mettre en mode nouvelle écriture, donc ça se peut que j'écrive beaucoup d'heures par beaucoup de jours. OK, fait que Mobilo, ça va être genre un best-of des 2 spectacles. Ouais. Plus qu'est-ce que t'as écrit depuis. Exact.
OK. Exact. Donc ça va être un 30 minutes de best-of plus un 30 minutes de nouveau. OK. Et le 30 minutes de nouveau sera 30 minutes qui sera dans le nouveau de ZooFest, qui sera à 1 heure complètement différent de celui de l'année dernière. OK. Donc, ouais, j'essaie d'écrire beaucoup, mais là, en ce moment, ce que je fais aussi, c'est que je réécris beaucoup les mêmes choses. Ouais, c'est ça, t'es plus dans une étape de peaufinement. Ouais, exact. OK. Complètement. Donc, parfois, je réécris des textes au complet. Mhm. Juste Puis, pour voir s'il n'y a pas de quoi qui sortirait en même exact. temps de le réécrire. Exact. Puis, dans ma tête, tu sais, tu réécris des trucs, puis là, tu te souviens. Puis, il y a des fois, tu réalises, il y a des trucs que tu dis à chaque fois, tu dis, mais ça n'a jamais rigolé là-dessus. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça? Ouais. Allez, on enlève. Ça se coupe assez. Exact, on enlève, puis voilà. OK. Puis toi, comment tu procèdes pour écrire? T'es-tu un gars tu marches sur l'émotion? T'es-tu un gars qui marche sur des flashs? Ou maintenant, c'est plus sur scène que t'écris? Ou t'as juste une idée, tu t'en vas la faire sur scène? Moi, j'écris beaucoup. Je marche énormément. Déjà, OK. genre dans la rue, dans la vie, j'essaie de marcher beaucoup. Je trouve que ça aère, puis ça fait que tu croises des choses quand tu marches. C'est ça fait bouger les idées. Hein? Exact. Et ensuite, j'ai une petite routine où je vais dans un café que j'aime beaucoup, le Kawa Café sur Mont-Royal, puis j'écris à la main sur un carnet. Et OK, t'es un gars qui écrit à la main. Toi? Ouais, parce que je trouve que ça rentre plus facilement dans la tête. OK. Comme ça, tu perds pas le temps de l'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu écris là, puis souvent tu t'en souviens. J'écris souvent, j'essaie de partir de la vérité toujours. Je pars d'un événement ou d'un quelque chose, mais la vérité. Ouais. Et puis je vais pas chercher le comique tout de suite. Je vais chercher l'intéressant, puis le vrai. Je me dis quelque chose dont j'ai envie de parler. C'est ça le premier truc. S'il n'y a pas de gag, il n'y aura pas de gag. Donc je parle, par exemple, hier, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait ça. Puis là j'écris, puis vient des trucs un peu intéressants parfois. Puis là, je prends ça, puis ça, j'essaie d'en faire des blagues. Et souvent, je réalise que je me mets à écrire des trucs où ça fait 2, 3 fois, 4 fois, parfois 5 fois dans ma tête que je me dis, ça, on pourrait faire des blagues avec. Tu vois? Puis là, je me mets à écrire, puis je me dis de quoi je pourrais parler. Puis là, il y a un truc qui revient, je me dis, ouais, ça fait 2, 3 fois que je me dis, c'est drôle, ça. Il y a quelque chose d'intéressant. Puis là, je commence à écrire, puis j'écris. Sur ça en particulier, genre? Ouais. OK. Ouais. Mais souvent, j'écris, genre, je sais pas où je m'en vais. OK. J'ai aucune idée de où ça va m'amener. Mais je fais juste continuer ce que je viens de dire. Puis je trouve des arguments, par exemple, ou des trucs comme ça. Puis ça me fait penser à d'autres choses que je dis. Et à ce moment-là, je suis libre à un niveau maximum. Dans le sens où aucune contrainte de vulgarité, aucune contrainte de comique, aucune contrainte de longueur. Je dis ce que je veux. Ah ouais, parce que t'es comme pas là pour écrire du drôle. Je suis pas là pour le juger maintenant. C'est pas la phase où on le juge. C'est la phase où on sort tout. Donc là, j'écris au maximum des trucs. Et puis j'essaie d'aller au fond de l'idée. Genre, j'écris jusqu'à ce que j'ai fucking plus rien à raconter là-dessus. Je veux j'ai plus de mots à dire dessus. Okay. Parce que je trouve que souvent, on effleure les idées au comique. Ouais. Tu sais, parfois, on a un truc drôle, on va écrire une blague. Ça va faire 1 minute. Ouais. 1 minute 30, puis c'est fini. Ouais. Moi, je dis non. S'il y a un truc là, un peu drôle, ça, je vais essayer d'en faire 5-7 minutes. Donc, j'écris ça. Là, ensuite, souvent, je le laisse poser. Je fume une clope, je bois un café, je parle, je fais d'autres choses. Tu réfléchis à ça ou... Non, je l'abandonne complètement. Ah, OK. Je l'abandonne complètement, mais naturellement, il va revenir dans ma tête. Genre, je vais pas réussir vraiment à l'abandonner, mais je vais essayer. Puis je vais fermer mon carnet, aller sur Facebook, fumer des clopes, boire du café, parler à des gens, écouter du truc. Puis pourquoi tu fais ça? Parce que la pause, elle est créative. OK. Inconsciemment, tu travailles encore dessus. Quand t'es le nez dedans, tu le vois pas forcément bien. C'est comme si tu te recules pour mieux pouvoir voir entre les lignes. Exact. En fait, ce que je recule du texte, c'est ton regard. Ouais. Puis quand j'écris, t'étais complètement dedans. Toute ma concentration est dessus. Puis là, j'essaie d'aller me concentrer sur d'autres choses. Ouais. J'essaie d'aller me concentrer sur... élargir un peu plus l'horizon. Exact. Et puis parfois, je trouve des trucs dans les autres trucs qui me font penser à ça. Tu vois, je me dis, mais ça irait bien avec ce que je viens d'écrire. Ouais, de quoi tu as déjà écrit. Exact. Ou parfois je vais voir d'autres textes, exactement. Où je me mets en mode passif, tu sais, je vais écouter de la musique, ou je vais parler avec des gens, ou je vais faire autre chose. Finalement, je relis le texte, puis là je dis, ça c'est pas intéressant. Ça on peut le garder. Ça, puis tout ce que je garde, je le réécris.
je recommence le texte avec seulement ce que je garde. Et je rajoute des trucs. On est encore dans une phase de... tu juges pas. On juge pas. On laisse tout sortir. Et donc, ce que je trouve intéressant, bah voilà, je le prends, je le mets ailleurs, puis on refait pareil. Sauf qu'on va passer par ça et ça, qui était intéressant. Puis là, je le refais, tac. Et puis on rajoute des nouvelles choses. Puis là, après, je refais pareil. Et parfois, des choses que j'avais trouvées intéressantes au premier, au deuxième, ben, ce que j'ai rajouté dessus, c'est plus intéressant que le truc. Donc, je l'enlève. Puis je garde que ce que cette idée m'a amené comme idée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parfois, tu pars d'une idée. Là, cette idée t'amène quelque part. Puis cette idée-là t'amène quelque part. Et le vrai truc intéressant, c'est lui. Tout ce qui t'a amené à parler de ça, bah, t'en as peut-être pas besoin. C'est ça. Eh oui. Donc ça chemine, ça ricoche en fait. C'est comme des étapes dans la pensée. Parce que toi, le but d'un humoriste quand il écrit, c'est sûr, c'est de parler, de vouloir dire un message, des fois même pas, tu sais, c'est juste de faire rire. Ouais. Mais tu sais, le but qu'on veut tout puis qu'on est quasiment bandé juste à y penser, c'est de trouver l'angle original que personne n'a utilisé encore. Puis c'est justement ça, mais tu sais, pour ça, il faut que tu ouvres des portes. Il faut que tu ailles là, parce que tu sais pas que c'est la quatrième porte là, plus loin là-bas. Là. Il faut que tu essayes, il faut que tu chemines justement pour pouvoir te rendre à ça. Puis là, après ça, tu jettes quasiment tout le reste. Exactement, t'as raison. Gardes ça. T'as raison, on part à la recherche d'angles. C'est ça, un regard sur quelque chose. C'est ça qu'on aime le plus et qui est le plus original apprécié. Et différent. Et ça, c'est jamais les premières idées. Ou rarement que la première idée et que la première idée est une idée jamais vue. Parfois, c'est une idée que t'as tirée, que t'as parlé d'autre chose, puis qui après va t'amener à quelque chose d'intéressant, puis de drôle. Donc moi, c'est ça que j'essaie de faire beaucoup. Et puis aussi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui est concrètement, naturellement drôle. Que c'est nous qui le rendons drôle. Okay. Et donc, quand on part de ça, on peut tout rendre drôle. Ça veut dire que notre métier, c'est pas de trouver... Il y a quelqu'un qui a dit ça, je pense. Que c'est pas trouver les trucs drôles, c'est de rendre les trucs drôles. Ouais. C'est ça qu'on fait dans la vie. Trouver de quoi intéressant puis de le rendre drôle. Exact. Trouver quelque chose qu'on a envie de dire et pour le passer, on va le rendre drôle. Donc c'est ça que je trouve cool. Moi, j'essaie de passer beaucoup de temps. Là, en ce moment, je l'ai pas encore écrit parce que je t'ai dit, je suis en mode mobilo, puis j'amasse le maximum de trucs sur lesquels j'ai envie de parler, mais je m'interdis d'écrire quasiment dessus. Mais c'est ça, t'es alerte, par exemple, au sujet A. Un sujet. Complètement. Ouais. Créer ce besoin d'écrire, mais je le fais pas en ce moment. Puis dès que j'aurai fini Mobilo, là, je vais rentrer dedans, puis j'ai déjà mes sujets. Puis là, il y a par exemple l'intelligence artificielle. Je veux absolument parler de ça. Puis ces trucs-là, puis ils sont dans ma tête, puis ils travaillent sans que je le sache. Et puis après, on va les poser sur papier, puis on va faire exactement le processus qu'on a dit. Okay. Ouais. Et puis l'idée, c'est aussi écrire... se faire rire. Genre moi, quand j'écris, je le dis. À voix haute? Souvent, ou je le chuchote, ou je le dis dans ma tête. Ouais. C'est pas... Comme si t'étais sur une scène. Exact. Comme si je le disais à quelqu'un. Ouais. Je fais souvent ça, moi. L'idée, j'écris dans le carnet pour écrire dans ma tête. Je veux pas que la blague elle soit dans le carnet, puis que si je veux la blague, je regarde dans le carnet. À partir du moment où je l'ai écrit dans le carnet, la blague, elle est dans ma tête. C'est à ça qu'il sert le carnet, je trouve. Okay. Comme ça, quand t'arrives sur scène, t'es pas en train de redire un texte que t'as appris par cœur. T'es en train de faire une blague que t'as écrite dans ta tête. C'est ça un peu l'idée du carnet. Parce que à l'ordinateur, je trouve que après, l'apprentissage éloigne de l'idée que tu voulais dire en écrivant le texte. Ben, des fois aussi, c'est qu'il y en a qui vont trop faire le texte aussi. Ben ouais, et puis ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite. Et donc, moi, je trouve qu'un des moyens pour ça, c'est vraiment de jamais apprendre le texte. De juste qu'il soit là. Ouais. Tu le vives. Il est là. Tu le sais, t'as pas besoin d'apprendre le texte. Il est déjà là. Et ça, pour ça, écrire à la main, je trouve que c'est l'un des trucs les plus efficaces. Et puis aussi, il y a quelque chose, parce que je pense que les humoristes, on est quand même foncièrement un peu paresseux. Et oui, effectivement. Je pense. On est tous pas mal des procrastinateurs. Exact. Et donc, écrire à la main, c'est un effort plus grand qu'écrire à l'ordinateur. Donc, les choses qui n'en valent pas la peine à la main, tu vas pas les écrire. Tu vois ce que je veux dire? OK. Parce que tu te dis, est-ce que je vais vraiment faire l'effort d'écrire ça? Ouais. Et les choses que tu vas faire l'effort d'écrire, c'est les choses tu vas dire, il faut absolument que je l'écrive. Ben Mike Ward, il avait dit de quoi dans son documentaire que lui, il avait pris d'un autre humoriste qui voulait tout dire. Il dit, si t'as une idée, puis elle est pas assez bonne
pour que tu te lèves puis tu l'écrives, ben c'est parce qu'elle était juste pas assez bonne. Ben oui, t'sais. complètement. Si t'as pas assez d'énergie, de volonté de vouloir l'écrire, c'est parce qu'elle en avalait pas la peine. C'est t'sais. exactement ça. Il a tout à fait raison. Ouais. Et je pense que l'écrire à la main, ça force ça en plus. Mhm. Parce que tu te dis, bah, si elle est. Enfin, ouais, je vais pas écrire ça si c'est de la merde. Genre, je vais pas faire l'effort de prendre le stylo, Ouais. puis, tu vois. Mais man, t'as une petite bonne technique, par exemple, pour écrire, man. Moi, c'est la première fois que je n'entends parler. Puis en t'écoutant parlant, ça, je parlais pas ben, j'étais comme Chris, je pense qu'on va essayer ça. Essaye-le. Ouais, je pense que. Ça, en termes de créativité, c'est un truc justement Ouais. dont j'avais entendu parler à l'école la première fois, mais il y a des phases. Et Ouais, des différents chapeaux, faut que tu te mettes. exact. Et il y a la phase des idées folles, je pense on appelle ça. Où là, il faut que tu sortes tout le truc. Là, il faut que tu enlèves le jugement. Mhm. Là, il faut que tu laisses tout sortir. C'est pas le moment de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Il faut juste que ça sorte. Ouais. Et de là, tu vas après déterminer ce qui est bon, est-ce que tu peux rendre meilleur, est-ce qui est intéressant. Ah, puis je voulais savoir, là, tu t'écris-tu avec d'autres mondes aussi pour savoir Très si. peu. Ouais. Je Mais comment parle, tu sais si de quoi c'est drôle ou ça l'est pas? je me fais confiance. Ah, tu suis ton instinct? Ouais, je suis mon instinct à Ok. 100%. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire d'ailleurs. Je suis mon instinct. Ok, parce que moi, c'est ça, justement, j'écris, genre, là, un peu moins avec beaucoup de monde. Avant, j'écrivais avec beaucoup de monde, puis je prenais des conseils un peu de n'importe qui. Mais là, je me suis plus centré sur une personne ou deux que je m'entends bien, que je fais confiance, puis j'ai confiance en leur jugement. Puis, tu sais, comme je parlais avec Pierre-Bruno Rivard, Ouais. il disait... puis ça, tu sais, les deux sont gagnants parce que si, justement, il te remet en question, ben Chris, ça Il va se remet en juste... question. C'est ça, ça va faire en sorte que ton idée, elle va être encore plus confirmée. C'est vrai. Puis sinon, ben ça va t'amener à ce qu'elle soit encore plus, là, tu sais, genre, dans le sens... le questionnement que tu vas t'apporter, ça va peut-être t'apporter d'autres gags ou la raffiner encore plus. Là, tu sais. Ouais, moi, je parle beaucoup avec Anas, OK. mais on essaye de pas se dire vraiment les blagues. On essaie de se parler des idées. Ouais. En fait, c'est des questions, on se part des réflexions. OK. Genre, par exemple, je dis, voilà, j'ai une réflexion là-dessus. Anas Asuna, Ouais, là, Anas ton Assouna, chum ouais, qui anime... le nouvel animateur de l'Abreuvoir, exactement. exactement, ouais. On fait ça beaucoup. Il va me dire, ah, j'ai pensé parler de ça. Puis là, on chire ensemble. Puis on essaie de se donner mutuellement des idées d'angles, des idées de trucs. Et après, on se laisse là-dessus. C'est pas on se pose, puis on travaille les blagues. On dit non, voilà, je vais te passer le maximum de ma vision sur ton sujet et t'en fais ce que tu veux. Mhm. Et pareil, vice-versa. Et c'est plus ça qu'on fait, parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble et on est arrivé à la conclusion que c'était le plus bénéfique. OK. Et je pense qu'il faut faire confiance à son instinct Ouais. au maximum. Il y a personne qui peut... Moi, combien de fois j'ai dit des blagues à des gens, ils m'ont dit c'est pas drôle, puis je suis arrivé sur la scène, puis ça a tout éclaté. Mais c'est justement ça. Ou moi-même, man. je l'ai fait. Il y a quelqu'un qui Ouais. va me dire une blague, je dis bah j'y crois pas, puis la T'es- personne elle le fait, puis elle éclate tout. Parce que t'es pas dans sa tête. tu sais. Exact. Tu le vois pas de sa façon. Exact. Donc c'est ça qu'il faut le plus développer. Ouais. C'est sa capacité à dire ça c'est drôle, je le pense. Puis je vais le vérifier moi avec le public. Ouais. Sinon, non. Par contre, la pertinence des idées, la pertinence des réflexions, genre ouvrir le débat avec quelqu'un, ça, je trouve que ça nourrit des idées. Genre, tu vois, je trouve que, Ouais. par exemple, si tu dis, n'importe quelle idée, genre, moi, je suis contre la photographie, je dis ça Ouais, au ouais. hasard. Et pourquoi? Pas pour ça. Puis là, il y a quelqu'un qui te dit, ah, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Moi, je trouve que t'as pas vu ça. Mets de la nuance dans ton propos, il y a ça Mhm. aussi. Puis là, tu parles débat, et ça nourrit ton idée. Et les gags, c'est à toi, tu vas les rajouter. Ouais. Ben, c'est ça, c'est comme tu disais, tu vas le rendre drôle. tu sais. Exact. Ouais. Il n'y a tout à rien fait. à la base qui est drôle, c'est toi qui vas le rendre drôle. Ouais, exactement. Mm. Et après, par contre, je pense qu'il y a un processus d'écriture de blagues qui doit être très personnel, en fait. Tu sais, il y a plein de techniques, de trucs, d'outils, etc. Mais chacun doit partir un peu dans la démarche de trouver celle qui lui convient le mieux. Donc c'est pour ça que je pense que l'instinct aussi a une grosse... Ouais. Mais man, l'instinct, c'est ton meilleur allié. là, man. complètement. Ça, l'échec, le désir de volonté, tout ça, ça va tout faire en sorte que ça va te motiver encore plus. Ben oui. là. Ben oui. Puis, c'est-tu de même que t'as écrit ton premier show? Parce que ton premier show, c'était Migraine. Ouais. Que c'était quand même de quoi un concept nice qu'on n'avait pas vu. Tu sais, c'était assez unique. Là, t'étais sur scène,
puis t'avais un toit en arrière, puis tu te dérangeais toi-même, c'est ça? Exact. Il y avait... en fait, on avait fait une web-série, Migraine, où c'était plusieurs mois qui parlaient entre eux. Puis avec Fishnet, justement. Exact. Puis le concept, c'était des gens dans ma tête qui se parlent. Puis les réflexions qu'on a avec nous-mêmes dans notre tête. Puis j'ai amené ce concept-là sur scène où il y avait un autre moi qui parlait puis qui venait me déranger dans le spectacle. Mais à ce moment-là, j'étais encore beaucoup moins expérimenté en écriture. Ça veut dire que ce spectacle-là, c'était pas mal le meilleur 1 heure que je possède. Okay. Quand je suis parti dans l'écriture du deuxième, là, je me suis plus dit, OK, j'ai déjà écrit en 1 heure. Maintenant, je vais en écrire un nouveau cette année. Le deuxième, là? Ouais, tout à fait. Okay. Où là, je suis parti dans l'objectif de qu'est-ce que j'ai envie de raconter. La démarche a été complètement différente. Le premier, j'ai fait, OK, je vais construire en 1 heure avec ce que j'ai. C'est comme si j'avais des pièces de puzzle. Puis je me suis dit, OK, on va les mettre ensemble pour faire un paysage qu'on aime et qu'on trouve beau. Mm-hmm. Là, le deuxième, c'est j'avais pas les pièces. Il fallait que j'invente les pièces. Donc je me dis, bon, il faut inventer les pièces du puzzle. Et donc, inventer un paysage. Dès le début, on peut imaginer un paysage, etc. Donc la démarche a été complètement différente. Et c'est plus dans l'écriture du deuxième que j'ai développé toutes ces techniques-là. OK. C'est plus celui-là qui m'a mis face à, comment on écrit le mieux en accord avec soi, puis en accord avec plein de trucs. Puis en combien de temps tu l'as écrit, ce show-là? À peu près 1 an, un peu moins d'1 an. OK. Un peu moins d'1 an, ouais. OK. Le résultat un peu de fond de ton année, tu l'as fait au ZooFest, c'est ça? Exact. Okay. C'est un peu ça l'idée, essayer d'écrire 1 heure par année pour ZooFest. OK. Voilà. Okay. Mais man, c'est cool en Chris. En plus, tu as fait la première partie de Kian. C'est quoi? Kian Kojandi, c'est Kian ça? Kojandi, ouais, le mec. Ça m'a amené, je vais finir par l'avoir, son nom, Chris. Kian Kojandi, de ça. Qui est un humoriste quand même bien connu. Ouais, en France, connu. ça a l'air qu'il est bien connu. En France, il est très connu. En France, je me suis retrouvé à faire des premières parties géniales. J'ai fait la première partie de Chege Samy en France. OK, oh shit, all right. Ouais, c'était très nice. J'ai fait celle de Blanche Gardin, qui est une humoriste française qui est absolument exceptionnelle. Ouais. Il faut aller voir cette humoriste. Puis Kian Kojandi aussi, évidemment. Donc ça, c'était très, très cool. OK. Non, ça a été super. Ouais. Puis là, man, c'est ça, là, si on veut te voir, ça va être au Docteur Mobilo. Exact. Mais là, c'est juste plate parce que quand ça va passer, toi, ça va être déjà passé ton show, là. Mais sinon, à ZooFest cette année, où je vais présenter un 3e spectacle, j'ai déjà à peu près le nom dans ma tête, puis tout est en train de se placer. OK, cool. Puis, si vous venez me voir, ça va être l'heure écrite cette année. OK. Donc, puis, peux-tu nous en parler un peu ou tu veux garder ça pour toi? J'ai fait l'année dernière, puis celui-là va s'appeler Ici. OK. Ou 2. Ça a été drôle, ça s'appelle Ici. Celui-là, il va s'appeler Au-delà. Ah ouais? Et donc, ça va être... Parce que dans là, il y avait toute une idée de réflexion sur ce qui nous entoure, etc. Mm-hmm. Puis là, ça va être toute une idée d'aller plus loin encore. OK. On va tout prendre, puis on va essayer de l'amener plus loin. Ouais. Puis c'est ça, toi, t'es déjà dans l'imaginaire beaucoup. J'essaye. C'est beaucoup de réflexions. Beaucoup de rêves. Un truc un peu onirique, un truc un peu... Essayer de faire du stand-up, mais aller un peu fouiller dans le fin fond des têtes et tout. C'est dans de l'observation, puis dans le... Un peu dans... Qu'est-ce qu'on appelle ça, là? L'absurde, un peu. Ouais, l'absurde. Exact, ouais. Moi, puis les mots, là, man. Qu'est-ce que c'est pas mon fort. Mais ouais, il y a l'idée de prendre des observations très stand-up observations, puis d'étirer ça vers de l'absurde, puis de revenir au réel. C'est un peu ça l'idée, de partir du réel. C'est ça, tu joues vraiment, tu baignes là-dedans, puis tu te promènes. Là. Et c'est pour ça que je veux l'appeler Au-delà. Ça veut dire que je veux partir du réel, en sortir, donc aller au-delà, puis y retourner, puis en sortir, puis y retourner. C'est un peu ça la volonté du prochain spectacle. OK. Ouais. Donc, ouais. Mais man, c'est déjà tout le temps qu'on avait, mais Crime, ça a été un plaisir, man. Plaisir très partagé. Merci beaucoup d'être venu, puis j'espère que tu as eu du fun. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Tu reviens quand ça tente, puis Crime, c'est ça, vous irez voir au ZooFest. Si tout va bien, man, puis je te souhaite qu'il y ait du succès, mon gars. Merci beaucoup. T'es déjà... Chris, t'as quel âge, man? Moi, j'ai 22 ans. Yo, il y a 22 ans. Ça fait quasiment chier à entendre. Mais man, tout le succès, mon gars, puis merci encore. Puis merci à toi pour l'invitation. Quand tu veux. Beaucoup de plaisir. Fait que ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.